Salut gang, aujourd'hui j'ai un message d'intérêt public. Personne ne s'intéresse à toi. Personne ne s'intéresse à toi et c'est une bénédiction. C'est extraordinaire. L'univers ne t'entend pas. Tu n'as aucune valeur aux yeux de la majorité des gens et c'est super. Moi, un truc que j'ai réalisé, c'est que la majorité de mon anxiété est due au fait où je me dis « Qu'est-ce que les gens vont penser de ça? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Est-ce que les gens vont croire que je suis comme ça? » Mais en bout de ligne, les gens n'ont pas le temps de se former une opinion sur moi parce qu'ils ont mieux à faire que penser à moi. C'est beaucoup de temps perdu consacré à qu'est-ce que les gens pensent de moi. Je vous le dis, qu'est-ce que les gens pensent de toi? À rien. Les gens n'ont pas le temps de penser à toi. C'est ennuyant. Mais la bonne nouvelle, c'est que si les gens ne pensent pas à toi, tu es libre. Tu peux faire pratiquement ce que tu veux. Tu peux poursuivre tes rêves. Tu peux poursuivre les trucs qui t'intéressent. Tu peux aller dans tes champs d'intérêt. Parce que si tu te trompes, personne ne va s'en rendre compte. Ça va être anonyme. L'anonymat, c'est une force. Alors, il faut arrêter de croire que tout le monde s'intéresse à ce qu'on fait. C'est faux. Et c'est une super belle chose parce qu'on doit faire les trucs qui nous font du bien plutôt que faire les trucs pour que les gens nous aiment. C'est c'est mettre beaucoup de pouvoir dans les mains d'inconnus. Espérer faire quelque chose et que plein de gens nous disent « Bravo! C'est bon! C'est capable! C'est bien! » C'est bien trop de pouvoir. Parce que voici ce qui va arriver. Un jour, tu vas réussir. Un jour, les gens vont faire comme « Non! Bravo! » Là, tu vas faire « Oh mon Dieu! J'ai consacré plein de temps à ce qu'un inconnu me dise bravo et je suis encore vide. » C'est ça qui est triste du succès. C'est un moment donné, tu réussis et tu réalises « Oh mon Dieu, le vide que j'ai à l'intérieur de moi est encore là. » Alors, je t'encourage à vous... Pas vous foutre de ce que les autres pensent. Là. Ça veut pas dire que tu te promènes dans la rue et tu donnes des coups de pied et tu fais « Ah, il n'y en a pas de règlement! Ouah! » Mais, faut pas que ta priorité, ça soit de plaire à des inconnus. Parce que c'est tu deviens un esclave. Tu deviens un esclave de gens qui ne te connaissent pas. Et aussi, un truc qu'il ne faut pas oublier, s'ils t'aiment rapidement, tôt ou tard, ils vont te détester. Et là, ça va faire extrêmement mal. Et tu vas revenir à la case départ. Et ça, c'est extrêmement triste. Alors, c'est pas important l'amour que les autres te donnent. Ce qui est important, c'est de faire découvrir ce que toi t'aimes, le faire du mieux que tu peux. Et de ne pas oublier que tu peux mourir n'importe quand. Bon podcast! Oh ouais! Très heureux de te recevoir. Hey, moi, je suis heureux, Thomas. Et je suis très heureux de t'apporter ton chien ou ta chienne qui se promène. C'est un petit gars. C'est un petit gars. Chantal. Mais il s'en fout, je pense, qu'il s'appelle... C'est un nom de madame, je pense. Génial. C'est le seul chien qui m'aime. Fait que je l'aime beaucoup. Mais non, c'est sûr, t'as un aura d'animal. Pas vraiment, les chiens m'aiment pas. Ben, moi, j'ai pas d'animaux pour la simple et bonne raison que je les respecte pas. Pour moi, un animal... Pour moi, un animal, c'est un toutou. Alors, c'est pas correct pour eux. Pour moi, c'est juste une espèce de truc. Toutes les photos que j'ai avec des animaux, leur face, c'est comme mais voyons! Pour moi, c'est des gros toutous. Alors, je peux pas en avoir chez moi, je les respecte pas. Alors, je les laisse être libres. C'est comme un trisomique, mais qui est conscient qu'il est en train de faire mal à l'animal. Je suis comme dans Des souris des hommes avec les lapins. Oui, c'est ça. Et j'ai déjà eu un chat qui s'appelait Chantal. Ben ça c'est malade, tu me l'as dit tantôt puis j'en reviens pas qu'on en ait jamais parlé de ça. Parce que j'ai honte. Rare, j'ai jamais vu. Pour vrai, moi je suis tellement content que ça s'appelle Chantal, ça va tellement bien. C'est pas une question de nom. Le nom était formidable pour la chatte que j'avais. Ce qui s'est produit. Moi je suis allergique aux chats, extrêmement allergique. C'est-à-dire que si t'as du poil sur toi, je vais couler du nez, des yeux. Puis les chiens c'est correct. Les chiens c'est correct, mais j'adore les chats. Alors, ce qui est particulier parce que j'adore les chats, mais j'ai une réaction allergique. Ce que je trouve tellement, je trouve ça féerique et poétique. C'est comme n'importe qui aime la vie, mais qui a maladie mortelle, c'est comment ce que je veux dire, ça arrive. C'est plate en mots, ça arrive. Alors, une fois, j'ai vu sur Internet une femme qui disait pendant un an, je pars en Hollande et j'ai besoin de quelqu'un qui s'occupe de mon chat. Et j'ai dit, m'en occupe.
je suis allé chez elle et son chat, c'était vraiment important pour elle. En me donnant le chat, elle a pleuré. Mon Dieu, OK. Elle pleurait à chaudes larmes, puis elle me dit « Occupe-toi-en bien, Jeff. Ouais. J'ai dit, en la regardant dans les yeux, « Inquiète-toi pas. Je vais m'en occuper. » 3 jours plus tard... T'étais sincère, c'est ça le pire. Non, je voulais juste... j'ai menti. Ah oui? 3 jours plus tard, j'ai changé le nom du chat, je l'ai rasé. Et là, je l'appelais Chantal. Et je l'ai donné sur Twitter. Ah, parce que... Non! J'ai donné le chat pas à moi sur Twitter. Tu l'as donné! Je l'ai donné sur Twitter. Hey, attends, excuse-moi, il est sur le divan, là. Je sais pas si C'est grave? Ben, c'est pour vous autres, là. C'est sûr que non. Ah, mais sûr, génial! C'est sûr que oui, mais non, c'est sûr. C'est un bel animal, je trouve ça cool. Ah, il est super. On le voit-tu dans... Y a-tu un... Oui, une caméra il y a qui un pointe plan où on live? peut voir le joli chien. Malade. Et voilà. Beaucoup plus... je sais que j'ai un gros nez quand mon nez cache un animal au complet. Fait que voilà, j'ai donné un chat sur Twitter et quand il est malade! revenu, j'ai dit, j'ai donné ton chat sur Twitter. Ton seul ami. Hey, puis en plus, j'ai donné Chantal sur Twitter, mais comme qui? Ouais, c'était pas le nom du chat, c'était un nom super cute, et moi je l'ai appelé Chantal. C'est tellement niaiseux. Déjà de changer le nom du chat. Mais c'est un choix conscient là, de le donner sur Twitter. C'est pourquoi, comment. Ben, le chat me rendait malade. Et ma blonde de l'époque m'a dit donne le chat. Et j'ai donné le chat. C'est terrible. C'était très mal. T'avais quel âge? Ah, ça fait 2 ans. Hey, non, c'est pas un gars de 21. T'as tellement évolué depuis. Même si seulement. Si seulement. Je le referais demain matin. Je le referais demain matin, pogner un chat, le donner sur Twitter. En plus, sur Twitter, c'est la pire plateforme où donner des animaux. T'es le seul au monde qui a donné un animal sur Twitter, c'est sûr. C'est juste. C'est sûr. Qui a fait un transfert d'une vie. C'est une vie. Oui. Oui. Ah, c'est terrible. Et le gars, il m'a dit, il est mieux de s'entendre avec mon autre chat, sinon je sais pas ce que je vais faire. Et j'ai dit, c'est pas de mon ressort. Alors, il y a des bonnes chances que ce chat-là soit mort. Oh, oui, le chat aujourd'hui est mort. Le chat-là aujourd'hui, il est décédé. C'est officiel, il est mort. Ah, il est non seulement mort, il est décomposé. Il a été mangé par les bestioles. Ah, c'est terrible. Je suis extrêmement heureux de te recevoir parce que tu es différent de moi à plusieurs niveaux. Oui. Et un des niveaux qui est différent de moi que j'adore, c'est, contrairement à je trouve, hilarant, intéressant, T'es fin, pertinent tabarnouche. et talentueux, sans être brisé de l'intérieur, ce qui est si rare en humour. Ouais. Premièrement, j'apprécie. C'est gentil. Mais ouais, effectivement. Ben, tu sais, des fois. C'est pour ça que je suis pas tant sur scène, mettons, je parle pas tant de ma vie ou je parle pas, je suis pas très dans l'intimité ou dans mes tourments. Ouais. Ben c'est ça exact. Puis tu sais ça m'est déjà arrivé d'avoir des conversations avec des humoristes qui sont comme, tu sais, il me semble qu'on aimerait ça t'apprendre à te connaître plus. Puis comme je suis plate, moi je suis vraiment plate dans la vie, j'ai pas d'anecdotes, j'ai pas rien. Ce que j'ai à offrir, c'est vraiment les jokes auxquels j'ai pensé, tu sais, fait que Ton talent. Ben, tu peux le dire de même, c'est très flatteur, mais moi, c'est plus, ça m'a toujours fasciné les gens qui arrivaient à avoir une idée drôle, là, tu sais, qui arrive de nulle part, tu sais. Fait que ça a toujours été ça un peu ce qui me drive, là, tu sais, mais fait que c'est pour ça que je me considère pas si intéressant que ça, là, dans le sens où, dans la vraie vie, j'ai rien d'intéressant. T'as pas envie de lire ton journal intime. Non, vraiment pas. C'est l'affaire la plus plate au monde, je pense. Je comprends. T'es tombé en amour avec l'humour comment? Je pense que c'est... en fait, je sais que c'est à Louise cause... comme question, excuse-moi. C'est à cause de mes parents, là, c'est sûr, là, parce que mes parents, ils sont des fans d'humour, mes parents. Moi, c'est la même raison, Ouais. mais c'est parce qu'ils étaient fucked up. Ah ouais? Ça, on se rejoint. Moi aussi, c'est à cause de mes parents. Si je suis drôle, mais c'est pour des raisons Je différentes. pense qu'il était risque. Non, moi, c'est... moi, mes parents, ils écoutaient les galas juste pour rire quand que j'étais petit. Puis moi, j'ai toujours été la mascotte là, de ma famille. Tu sais, j'étais le plus jeune de beaucoup. Tu sais, ma soeur, 9 ans de plus que moi. Mon frère, 10 ans de plus que moi. Fait que quand j'étais petit, moi, ils me déguisaient. J'étais le genre de T'étais une marionnette. J'étais le comic relief de ma famille, tu sais. Fait que ça a toujours été ça. Ça a toujours été j'essaie toujours de faire rire mes parents comme je les voyais rire quand ils écoutaient Patrick Huard dans un gala juste pour rire dans les années 90, tu sais. Fait que je pense que c'est né de là. Comment tes parents se sont rencontrés? Mes parents se sont rencontrés, ça c'est malade, dans une game de volleyball. Mon père a smashé le ballon dans la face à ma mère. Et ma mère a, si je me trompe pas, fait une commotion. Elle est tombée à terre, elle avait le nez tout enflé. Elle a reçu le ballon direct dans la face.
mon père est allé la voir pour la cruiser. C'est comme ça que c'est né. Mes parents se sont rencontrés de même. Mais c'est exceptionnel! Et aujourd'hui, ils sont plus ensemble. Ouais, ils je sont plus comprends ensemble. ça. Est-ce qu'ils ont divorcé pendant ta... T'avais quel âge? Ok! j'avais- Ok, t'as j'étais des bébés vieux. dans ça! Je croyais que t'étais... Ah non, j'ai pas des bébés tant que ça. Ils sont divorcés quand j'étais vieux, j'avais 18 ans. Fait que, tu sais, je comprenais, tu sais, comme, j'étais comme, ben ouais, tu sais, c'est sûr. Dans le sens, ça allait plus ou moins bien. Vers la fin, mettons, un an, en fait, exactement un an avant qu'ils se séparent, ils se sont mariés. Parce qu'ils avaient été ensemble, tu sais, dans le fond, pendant 18 ans. Puis ça allait, tu sais, dans les derniers moments, ça allait moins bien. Puis pour les 50 ans de ma mère, mon père a décidé de demander ma mère en mariage. Puis j'ai jamais autant fondu en larmes. J'étais comme, tu sais, il y a de l'espoir, mes parents s'aiment, tu sais. Puis ils se sont mariés, puis même pas un an plus tard, ils se sont séparés pour de bon, tu sais. Puis, mais je comprenais, tu sais, j'avais 18 ans. Puis est-ce que c'est le genre de divorce que tu disais... C'est une bonne chose qu'ils soient plus ensemble parce que c'est... Ben oui, mais c'est toujours dur, tu sais, quand t'es jeune. Puis surtout, moi, ce que j'ai trouvé difficile, puis je le reproche vraiment pas à ma mère, en fait, c'est que ma mère est très émotive, puis on est très proches aussi. Fait que le divorce a été difficile pour elle beaucoup. Puis moi, j'étais, tu sais, ma soeur, tu sais, j'étais encore un peu souvent chez eux, tu sais, mais ma soeur est partie, tu sais, elle travaille à Sherbrooke, et mon frère travaille, il habite à Montréal, puis ça. Fait que j'étais surtout beaucoup le support moral de ma mère, tu sais. Fait que ce qui faisait que je devais être, tu sais, je devais moins m'en faire pour le divorce de mes parents, tu sais. Fait que c'est comme ça que ça a été plus facile, si on peut dire, dans le sens où il fallait que je sois de bigger man, tu sais, où ce que je m'occupais quand même de que tout le monde soit correct. Là, tu sais. Ouais, Tu tu vivais pas de peine parce que tu devais t'occuper de la peine de ta mère. Ben, je pense que je vivais moins de peine parce que je sentais qu'il fallait que j'aie le courage de justement de faire hey, c'est pas grave. Parce que ma mère, ce qui la rendait triste, c'est de savoir que moi, j'étais triste. Tu sais. Fait que j'étais comme, hey, je suis pas triste, tu sais, ça va. Tu sais. Est-ce que t'étais réellement pas triste ou c'était un certain jeu que tu... Ah ben oui, non, mais c'est sûr que j'étais triste, là, tu sais. Mais j'essayais de pas le montrer à ma mère, puis ça m'a effectivement aidé, moi, je pense. Ça m'a aidé à... Je pense qu'on est capable de se convaincre qu'on n'est pas triste puis que ça devienne la vérité. Je sais pas si tu comprends. Oui, je comprends exactement ça. Ça peut être dark, mais je pense que c'est vrai. Il y a un certain... le déni a ses forces. Oui, je pense que oui. Puis moi, ça a marché. Il y avait Conan O'Brien qui disait ça. Pendant la guerre de sécession, l'enfant à Abraham Lincoln est mort. Mais il a dû vivre dans le déni de la mort de son enfant parce qu'il s'est dit, ben là, j'ai un pays en guerre à gérer. J'ai une nation à gérer. Ouais. Je dois vivre je vais me lancer dans le travail pour pas vivre ça. Puis il y a quelque chose de bien là-dedans. Parce que tu peux pas faire « Hey, on est en guerre! Oh, le fils va pas bien! » Exact. Non, c'est ça. Mais puis moi, je pense que ça a développé beaucoup de résilience. Chez moi, je pense que quand je vis des trucs plus difficiles, mettons des ruptures, ce genre d'affaires-là, c'est pas long que je me remets sur pied parce que je suis comme, il y a d'autres affaires. T'sais. As-tu développé ton sens de l'humour grâce à ce que tu t'es dit « Je vais vraiment, vraiment me lancer dans la comédie pour... » Non, ça a toujours été dans ma tête, faire des jokes. Là, vouloir faire des jokes, ça a toujours été un peu là. C'est parti comme dans le bout du cégep, c'est comme revenu à l'université. Mais ça a toujours été là. Avoir le désir de penser à quelque chose que personne n'a jamais pensé, mettons, ça a toujours été là, ça. Oui, c'est vrai, t'es un excellent interprète, mais aussi t'es vraiment, vraiment, vraiment obsédé, je crois, par l'originalité. Faire des trucs originaux, différents. Je pense que tu mourrais de faire le matériel d'un autre là, sur scène. Ah ouais, non, exact. Ce qui te fait plus triper, c'est l'idée tellement bizarre et... Ouais. Puis tu sais, c'est pas si pété que ça, ce que je fais, mais j'ai vraiment le souci peut-être de faire quelque chose que tu fais « Ah, ça, c'est du lui. » Tu sais, je sais pas comment ce que je veux dire. Que tu fasses comme ça pourrait pas être dit par personne d'autre. Je comprends. Fait que c'est ça. Juste ça, c'est une obsession que j'ai. C'est une vraie obsession. Là. Ah, cool. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais au cégep? C'est quoi je recommence. Ouais. Tes premiers balbutiements de scène. Ça, c'était au secondaire. En fait, dès le primaire, moi, je voulais... Quand j'étais jeune, là, mes parents... Ça, je suis sûr que c'est jamais arrivé dans l'histoire de la planète. Là, mes parents me disaient « Hey, faut que tu sois humoriste. »
Comme mes parents me disaient, l'école de l'humour, putain, ils montraient Louise Richet, à tout le monde en parle, genre en 2005, whatever. C'est comme, c'est cool, hein, l'école de l'humour, tout ça pourrait t'intéresser, tu sais. Puis, fait que moi, c'est toujours resté un peu dans ma tête. Puis là, à un moment donné, c'est comme devenu, je voulais être comédien drôle, tu sais. Je voulais être un comédien comique, là, jouer le drame. Marc Labrèche. Exact, Marc Labrèche a toujours été un idole. Moi, ça m'intéressait pas tant que ça, le drame, tu sais. Fait que mes parents m'ont inscrit à des cours de théâtre. J'étais comme fin primaire. C'est pour ça que tu joues aussi vrai. Parce que ben- quand tu fais des sketchs, tu niaises pas. Ah ouais, C'est là. vraiment, tu le joues comme si c'était... Des fois, pourtant, des fois, je niaise crissement, là, tu sais, dans le sens où en fait, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à apprécier l'espèce de mi-figue, mi-raisin, là, tu sais. Mettons Charles-Alex Durand, que tu connais, je le trouve hilarant, ce gars-là. Puis au début, j'étais comme... on dirait que c'est pas drôle, tu sais, on dirait que c'est comme trop on sait pas assez qu'il niaise, tu comprends ce que je veux dire? Puis aujourd'hui, j'apprécie tellement ce genre de joke-là, tu sais, la subtilité. Fait que pour moi, fallait que ce soit noir ou blanc, tu sais, c'est soit tu joues pile vrai, ou way off, là, pour qu'on comprenne que c'est absurde. Un clin d'œil au public en disant « Je fais de la comédie ». Fait que, mais j'ai l'impression que je suis pas... Là, on change complètement de sujet, là, mais j'ai l'impression que je suis pas bon, en fait. Tu sais, comme j'ai l'impression que je suis pas... Tu sais, le monde qui me dit « Ah, j'aime ce que tu fais. » J'aime même pas encore ce que je fais, tu sais. Puis c'est pour ça que c'est un vrai complexe que j'ai, là. J'aime pas ça jouer devant du monde que je trouve bon parce que j'ai pas encore préparé ce que je veux vous montrer. Je sais pas si comment... Je comprends exactement ce que tu veux dire. Et c'est une des raisons pourquoi t'es bon. Parce que je pense pas. Ceux qui sont pas bons, ceux qui sont pas bons, c'est ceux qui disent « Hey, j'en reviens pas que personne m'a encore signé. Je suis le Van Gogh de l'humour. Je suis exceptionnel. Ma génération me comprend pas. En 2035, le monde va comprendre. En retard. Ça, généralement, sont pas bons. Et aussi, ça vient avec... t'aimes beaucoup écrire. Quand t'aimes écrire, c'est se remettre en question. C'est être face... Oui, absolument, ben oui. Mais j'ai de la misère, moi, à prendre la parole, tu sais, comme je trouve ça difficile de faire comme... souvent, là, mon minding, c'est un peu genre, je vais vous parler quand je vais avoir de quoi à vous dire, mais des fois, il faut un peu se forcer à faire comme là, il faut que je prenne la parole pour que les bonnes idées ressurgissent, là, tu comprends ce que je veux dire? Peut-être pas clair, là, moi, ce que j'entends, c'est que tu dois monter sur scène pour que des bonnes idées viennent. Tu peux pas simplement être tout seul chez toi, écrire de quoi de... Sur scène, je trouve ça facile. Sur scène, je trouve ça facile parce que j'ai le désir de monter sur scène, faire « Hey, j'ai pensé à de quoi de malade », parce que je réfléchis constamment à ce genre d'affaires-là. Mais mettons, tu sais, sur les réseaux sociaux, mettons, je serais pas capable de faire ce que tu fais, d'avoir plein de bonnes idées puis juste les shooter parce que je trouve qu'il y a trop d'étapes, tu sais, il y a comme trop de « Ah, je l'écris puis je fais... Ah, ça intéresse qui, ça? Tu comprends? Mais ça dans mon cas, personne. C'est pas vrai, il y a plein... Ça intéresse plus de monde que tu penses. Non, mais quand je dis que ça intéresse, c'est ça que je trouve ça... Je dis ça avec plein d'amour. Pour vrai, ça n'intéresse personne. Si demain matin, j'arrête de faire ça, personne a de la peine. Par contre, c'est le fun. Moi, je suis un peu comme... je me vois comme un espèce de caricaturiste que tu lis un éditorial, puis là, tu regardes, tu fais « Ah, le dessin il est drôle », puis tu passes à autre chose. Je suis pas un autobus, moi. Je suis un beau chien que tu vois dans la rue. Non, il est joli, le chien. Je passe à autre chose. J'aime ça, ce que tu dis. Et ça me dédouane de tout. Les gens qui... Complètement. Je suis rendu à une étape où il y a des gens qui m'aiment pas, qui me suivent. Moi, je suis une sorte de... ça, c'est weird en esti, par exemple. Moi, je trouve ça fascinant. Là, je dis ça, mais j'ai passé une journée à avoir beaucoup de peine. Et ce que j'ai... Là? Oui. Le lundi dernier. Comment je suis arrivé à la conclusion de... ça vient avec et ça fait partie du processus. C'est ça que je leur offre. Il y a des gens... Moi, j'ai déjà été dans la position où j'allais mal puis ça me faisait du bien aller voir du monde pas bon. Me dire, il est donc ben pas bon, pourquoi lui existe? Moi, je suis meilleur. Fait que c'est un truc que j'offre. Ça fait partie de la patente. Wow, ça prend beaucoup d'humilité pour faire ça. Ça prend beaucoup de... Quand t'as une face comme la mienne, l'humilité, t'apprends ça jeune. C'est malade. Puis aussi, il y a une partie de moi qui... la plupart des gens qui me suivent pour m'insulter, ils font des fautes d'orthographe. Et il y a une partie de moi qui se dit... Oh oui, ça va amener... Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est poche qu'on soit obligé... Pour se défendre soi-même, il faut se dire qu'il y a du monde qui ne valent pas la peine de leur accorder de l'attention. Tu comprends? Oui. C'est plate, ça. C'est plate d'être obligé... en fait, c'est la vérité, tu sais. Mais c'est plate. C'est plate d'être obligé de se dire, ce gars-là...
il mérite. Ce Mais gars-là moi, mérite longtemps, j'ai pas été ce gars-là. que je Moi, l'écoute, longtemps, j'ai été le gars que ça mérite pas que tu accordes de l'importance. Fait que je comprends ça. Et c'est une étape. Je sais que moi, ça m'est souvent arrivé qu'il y a des gens qui m'insultaient en privé. Puis quelques mois plus tard, ils me disaient, j'aime vraiment ce que tu fais. Et Mais là, il mérite d'être entendu, tu sais. ouais, parce que moi, ce que je veux, c'est juste de la tendresse. Là, ça, c'est génial. Quand tu m'aimes, t'es un génie. C'est ça. Quand tu me détestes, T'es t'as pas ton un frère. hostie de trou de cul. Voilà. Ouais, exact. Je pense que c'est ça. T'es un vaurien quand tu. Voilà, si tu t'es m'aimes un pas, vaurien. Et t'es né où, Pierre? Quelle année? Je suis né à Laval, mais j'ai Quel quartier? grandi à Lachenay. Ah, je suis né à l'hôpital de Laval, mais je suis grandi à Lachenay, moi, dans Terrebonne aujourd'hui, OK. en 1994. Yeah! La mort de Kurt Cobain, génial! Oui, exact. Ah, t'as jamais été sur la même planète que Kurt. T'es dans quel mois? En septembre. T'as jamais été sur la même planète que Kurt Cobain. Il est mort quel Moi, mois? on est en avril, je crois. En avril. Tu es peut-être la réincarnation de Un Kurt bon Cobain. mois pas Aimes-tu peut-être. l'héroïne? Oui, oui. C'est drôle, ça. Ben oui, effectivement, j'ai jamais été là en même temps que le beau Kurt. Moi, j'adore Kurt Cobain. J'adore Nirvana. Mais en fait, je sais pas. Oui, j'aime ça. Vas-y. Non, j'aime ça. Non, mais c'est parce que je sais plus ce que je m'en allais avec ça, mais je voulais juste dire que j'aime beaucoup. En vieillissant, je porte un amour aux gens qui sont tout simplement. Je vais te dire quelque chose à quoi j'ai pensé cette semaine, là, parce que j'ai envie de t'entendre là-dessus. Là, mais Je t'écoute. je me questionne souvent à me dire, tu sais, mettons, Kurt Cobain, au niveau de la technique, il est moins bon que Jimi Hendrix. Maxime Landry. Tu comprends ce que je veux dire? Maxime Landry qui il a fait Star Academy. Bien sûr, ou non, La Voix. je comprends exactement où tu vas. Mais Maxime Landry, en tout respect, il rejoint personne. Non. Tu comprends ce que je veux dire? Et Kurt Cobain, on en parle encore aujourd'hui. Il y a des gens au Vietnam qui entendent Smell Like Teen Spirit pour la première fois de leur vie, puis c'est un appel. Puis quand que c'est sorti, quand ce qu'il faisait, je suis convaincu que le trois quarts du monde faisait c'est quoi cette hostie de musique de tout croche là? Il parle de viol, c'est tout croche, il gueule, il chante pas, il gueule. Il a l'air sale. Oui. Maxime Landry est tout ce qu'on veut. Il est propre, il est beau, il chante bien, il chante des chansons positives. Mais on s'en calisse. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Exactement. Alors que Kurt Cobain, le trois quarts du monde l'haïssait, puis aujourd'hui, c'est un point de référence. Tu comprends? Je te dis, je suis né en 94, tu me dis, c'est l'année de la mort de Kurt Cobain. Tu comprends? Oui, c'est vraiment un. T'as raison, c'est une référence. C'est vraiment un point central de notre culture. Et pourtant, niveau technique, il est même pas à cheville de Maxime Landry. Même pas. Il paraît même que, tu sais, apprendre. Beaucoup de gens apprennent la guitare avec les tonnes Nirvana parce qu'ils sont simples. Ah oui. C'est pas compliqué. Apprendre du Maxime Landry. C'est très difficile de chanter comme Maxime Landry. Oui. Je comprends exactement ce que tu veux dire et c'est génial. Fait que je sais pas, c'est ça. C'est une question qui me trotte souvent en tête ces temps-ci. Non, mais je suis complètement. Puis aussi, il y a quelque chose que. Je te dire, Maxime Landry n'est pas touchant, mais pauvre gars, s'il écoute ça, il y a beaucoup de peine. Puis, Mais non, Maxime, tu sais, je trouve que c'est un chanteur. Mais techniquement il a pas marqué. impeccable. Il a pas marqué une époque, mettons. Non, mais si c'est pas ça son but, si Non, c'est pas ça son but, vraiment pas. Hey, tant mieux. Là, il va être triste si son but c'est d'être le prochain Kurt Cobain. Tu comprends ce que je veux dire? Il s'y prend mal. Hey, mais Il s'y prend très très mal, si c'est ça. Exact. Non, mais tu sais, Chris, le monde, si on dit les choses telles qu'elles sont, le monde, il sera pas triste si son but, lui, c'est d'être un chanteur, un bon chanteur que les gens. Il y a des gens qui l'aiment. Là. Crois-tu, continuons sur Kurt Cobain, crois-tu que Kurt Cobain aurait été aussi touchant, il aurait écrit des si bonnes chansons s'il n'avait pas consommé autant de drogue et s'il n'était pas aussi dans l'automutilation? Crois-tu que ça fait partie ou pas Je du pense tout? que c'est un tout, là, tu sais, dans le sens où je pense pas que c'est un symptôme. Je pense que c'est juste un autre symptôme de sa vie fucked up, tu sais. Je pense que s'il prenait pas de drogue, ça veut dire qu'il a pas eu la vie qu'il a vécue avant. Ça veut dire qu'il a pas l'esprit qu'il avait. Fait que ça veut dire que non, nécessairement, il est pas autant intéressant, tu sais. Fait que sûrement que c'est juste un autre symptôme Je comprends. de son esprit génial qui nous a tous touchés, tu sais. Je comprends. Ouais. Parce que moi, quand j'ai arrêté de consommer, c'était ma peur. C'est moi, je suis intéressant parce que j'étais mon identité. Ben oui. Fait que si je Comme consomme plus, je il y a serais bien des artistes qui sont TDAH, mettons, puis qui veulent pas se mettre à prendre la pilule parce qu'ils sont comme. C'est ça, parce qu'ils veulent pas. Parce qu'ils pensent que ça va altérer leur esprit. Ouais, si j'ai autant créatif. d'idées, c'est parce que mon cerveau va à tous les endroits puis que ça bouillonne. Si je suis organisé, puis je vais comme être tout le monde. Mais moi, je pense que si t'es attiré par la drogue, si t'aimes le buzz de la drogue, je pense que c'est juste un autre symptôme
de ton esprit créatif de ton esprit créatif qui est autant créatif aussi, je cherchais un autre mot, mais c'est ça, tu sais, dans le sens où je pense pas que la drogue c'est une étape entre ton esprit créatif puis comment ça rejoint les gens. Je pense que c'est une autre branche, tu sais. Mais d'un autre côté, si on regarde la culture populaire, il y a la drogue a une si grande influence sur la musique, sur le cinéma. Ben, ouais, non, sûrement. En fait, ben oui, tu sais, tu peux pas. Ce que j'ai observé, c'est que t'es pas obligé d'en prendre longtemps. Il y a je me souviens plus, je pense que c'est Crumb qui s'appelle. C'est un grand dessinateur. Il a pris de LSD, je pense, un été de temps. Puis ça a transformé son dessin toute sa vie. Mais c'était juste assez. George Carlin dit la même chose. Le fait de prendre de l'acide juste quelques fois, ça a altéré mon esprit, c'est suffisant. Mais d'un autre côté, Richard Pryor, sans l'alcool et sans le crack, il serait pas Richard Pryor. Exact. Non, exact. Mais moi, tu vois, moi, c'est exactement l'inverse, en fait. C'est exactement la même chose. T'as jamais pris de drogue, je trouve ça génial. Puis moi, c'est la même. Et t'es très, très créatif. Ben oui, puis moi, ben je pense que oui. Puis moi, c'est la même. C'est un peu exactement la même chose que toi, en fait. Moi, j'ai peur que si je me mets à prendre la drogue, ça va me changer. Puis que je serais plus dans la zone où j'aime être pour créer. Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Ben, en fait, tu comprends ce que je veux dire parce que c'est exactement la même chose que toi, mais à l'inverse, tu sais. Moi, je sais que c'est grâce à la drogue si je me suis permis de faire de la comédie, parce que c'est dans des trips d'ecstasy, où l'ecstasy, ça te rend vraiment heureux. Je me rappelle, j'étais avec des amis, je marchais, j'avais les pupilles dilatées, j'ai dit, je veux écrire des blagues. Et ça a commencé mon processus de peut-être, c'est ça qui me tente. Mais quand t'écris tes jokes, t'as pas besoin d'être sous l'influence de quoi que ce soit. Il y a un écrivain qui a dit ça, je trouve ça génial. Je pense qu'il s'appelle Richard Price. Il a écrit entre autres Clockers, qui est un super roman que Spike Lee a réalisé comme film. Il a dit, quand j'écris sur la cocaïne, tout ce que j'ai écrit sur la cocaïne est nul, j'ai jamais publié. Par contre, avoir fait de la cocaïne il y a 20 ans, ça l'a altéré mon écriture et c'est bon. Avoir pris de la drogue, avoir été toxicomane, ça m'a aidé. Et ça me rejoint beaucoup. Avoir été toxico, ça m'a vraiment aidé. Ouais, clairement, mais oui, je comprends. Ou juste pour, je pense pour laisser aller. C'est grâce à la drogue si j'ai un certain laisser aller. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, parce que ça fait extrêmement beaucoup partie de ta personnalité, là, tu sais, on prend ce qui vient, là, tu sais. Puis ça, tu penses que ça vient... Ah ça, le Crystal Meth, ça aide. Le Crystal Meth, ça aide à... Comment ça se consomme, le Crystal Meth? Il y a plusieurs manières. Moi, comment je l'ai consommé, c'est... Je veux juste te dire, moi, ma seule référence de Crystal Meth, c'est ce que j'ai vu de mes yeux dans Breaking Bad, tu sais. Ça a-tu l'air de ça? Comment, non, mais dans Breaking Bad, ils l'ont mis d'une belle couleur pour trouver ça cool. Ouais. Ça ressemble à des cristaux blancs, ça ressemble à de la cocaïne. OK. Comment tu le c'est en poudre? Ouais, pas vraiment en poudre, c'est en petit. Ça ressemble un peu. Moi, qu'est-ce qu'on fumait, ça ressemblait un peu à du chlore. C'était vraiment bizarre, c'était des petits cristaux. OK, je m'en vais. Alors, tu fais des petits cristaux, tu le casses sur quelque chose, tu le fumes, tu l'inhales, puis tu fais oh! Ou des fois, ce qu'on faisait, c'est on le mélangeait avec des joints. Le Crystal Meth, ça sonne, à mes oreilles, ça sonne dégueu. Moi, je me rappelle le trip que j'ai fait après 12 heures d'être gelé. J'avais les mâchoires comme ça, puis je me disais, je suis pas assez malheureux pour prendre ça. Faut vraiment aller mal. Ça m'écoeure. Faut vraiment aller mal pour que cet état-là soit meilleur que ta vraie vie. Alors, j'ai pas fait ça longtemps. Non, je comprends. Par contre, en le faisant, ça donne une certaine effervescence, puis une certaine comme oh, ok, tu peux te sentir comme ça dans le ouais. Puis je comprends aussi pourquoi les interprètes qui font de la scène en font. C'est ton high d'après-scène ressemble à un high de Crystal Meth. Mais le high d'après-scène, ça doit être juste genre de la dopamine en général. Tu sais, ça doit se retrouver dans beaucoup de drogues. Là. Il semblerait que moi, la drogue, le Crystal Meth, je l'ai pas fait souvent. La drogue que j'ai faite beaucoup, c'est du speed. Et du speed, que ça fait, ça donne plein de dopamine. Puis après ça, moi, ce qui me fout la chienne de ces affaires-là, c'est, je me dis, si j'en prenais, est-ce que après je serais depressed, tu sais? Est-ce que c'est tellement un gros high qu'après... Mais chimiquement, ce que j'ai cru comprendre, j'étais un gars qui n'a pas son secondaire 5, chimiquement, tu ne peux plus ressentir le plaisir parce que ça coupe tes neurotransmetteurs de recevoir du plaisir. Alors, littéralement, tu n'es plus capable d'être heureux la journée d'après, la semaine d'après. Ah, moi, c'est ça qui me... Ça brûle, ça. C'est tellement une grosse... ça. C'est ça. C'est ça qui est terrible Mais moi, à l'époque où je prenais du speed, ce que j'aimais, c'était le lendemain. Parce que ce que j'aimais de prendre du... Moi, c'est comme ça que j'ai arrêté de prendre la drogue et l'alcool. J'ai réalisé ce que j'aimais de toutes ces drogues-là, c'est pas le buzz, c'est le lendemain de veille. Parce que je me disais, en lendemain de veille, j'ai une raison pourquoi d'être triste. Je suis triste parce que j'ai bu. Je suis triste parce que j'ai pris du speed.
Mais si tu prends pas de drogue et t'es triste, faut que tu cherches pourquoi. Tu fais, est où cette peine-là, est où ce vide intérieur-là? Et faire ce chemin-là, c'est bon d'avoir mis très le douloureux. doigt dessus, par exemple. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens, il doit y avoir plein de monde que c'est un peu la même raison, mais qui sont pas capables. Je l'ignore. Aux gens qui je parle, c'est « Ah, moi, j'aime vraiment le buzz. Ah Oui, ouais, ouais. ben c'est la première fois que j'entends ça. Là. J'ai rarement des discussions là-dessus. Avec Dex Toxico, ah, moi, la raison! C'est très rare, mais non, mais c'est fascinant, par exemple. J'aime ça. Mais oui, Ben, c'est moi, c'est ça, comme ça. J'aime Ben t'entendre oui, parler de ça. c'est comme ça que j'ai vécu. Comment tu vis avec le fait qu'il y a autant de drogue dans le milieu? Comment tu fais, mettons, t'as des collègues qui sont drogués ou... Ben, il y en a qui me font pitié, là, je t'avouerais. Parce On que... n'aura pas de nom passant, c'est pas ça ben le non, podcast. absolument pas. Non, mais je trouve ça poche, en fait, qu'il y en a qui se sentent besoin de se réfugier là-dedans, tu sais. Puis je juge pas, c'est zéro, au contraire. En fait, j'ai aucune idée de comment c'est arrivé dans leur vie, de qu'est-ce qui les pousse à prendre ces décisions-là. Puis ça leur appartient complètement. Mais quand je le vois, mettons, quand j'ai devant les yeux quelqu'un d'intoxiqué qui est tout mou, tu sais, eux, ils vivent un moment malade, mais de l'extérieur, il y a un aspect pathétique, il y a un aspect ridicule qui fait « Hey, c'est poche que tu sois obligé de te promener. » Tu sais, si, mettons, mon chien, mettons, whatever, là, il était sa drogue, là, puis il se promenait de même, tu ferais « Ah, ce pauvre chien-là, tabarnak, j'ai hâte qu'il débuzz, tu sais, j'ai hâte qu'il prenne un verre d'eau puis qu'il se coucher, puis que demain, il soit normal, tu comprends? Parce que je trouve, moi, ça me fait mal à regarder, tu sais. Je comprends. Ouais. Je comprends. Et puis aussi, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que moi, j'ai jamais bu avant de monter sur scène. Et je trouve ça triste, certaines personnes, je parle pas de Mike. Mike est vraiment unique, là, il est vraiment dans une catégorie unique. C'est drôle que tu fasses, tu sais, en voulant dire, je pointe pas personne en particulier, mais t'as fait, je pointe pas Mike. Non, c'est pas Mike, mais c'est pas mais c'est vraiment, je prends vraiment. Ah ouais, Mike, c'est vraiment différent. Il y a une relation avec l'alcool, j'ai jamais vu ça. Il y a une relation unique, à quelque part que j'admire. Ça fait partie de lui. Et pour vrai, je considère pas que c'est une béquille. C'est très étrange ce que je veux dire. Non, mais c'est vrai. Ben, je veux pas parler pour lui, mais j'ai l'impression que... Vous êtes même gérant avec vous connaissez. Ouais, mais c'est devenu un point où, quand il prend pas de bière, mettons, c'est là qu'il se met à plus être normal. Il sent des nausées, etc. T'sais. Fait comme, lui, son niveau de stabilité normal... Là, c'est triste, on décrit de l'alcoolisme. C'est vraiment oui, ça. Mais dans le sens où, lui... Je sais pas, là, je peux pas l'expliquer, mais dans le sens où j'ai l'impression que c'est un niveau où, effectivement, comme tu dis, ça fait partie de la manière qu'il travaille, tu sais. Mais moi, ça me ferait moi, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est ceux qui, mettons, de mon niveau plutôt, là, pas du tien qui est un peu plus élevé, mais qui ont besoin de prendre une ou deux bières pour monter sur scène, sinon ça ne marche pas. Ils ont trop d'anxiété. Fait que tu fais, je trouve ça plate. Ça, c'est ce bout-là. Le bout où, hors de contrôle, je le comprends. Je fais, ah oui, je comprends ça. Mais c'est qu'en même temps, tout le monde a besoin ben, tout le monde. Il y a beaucoup de gens... Je pense que c'est normal d'avoir besoin d'un genre de super... C'est comme les athlètes ont besoin d'un genre de... Avant game, il faut qu'ils donnent un bisou à leur bâton. Puis ça, c'est de la maladie mentale, mais il y en a que c'est prendre une bière. Ils se convainquent qu'ils ont besoin de ça pour se rassurer, pour faire « OK, là, je suis dans la zone où je veux être. » Mais alors qu'ils n'ont pas besoin de ça, tu sais. Moi, c'est rendu le café. Il faut absolument que je prenne un café avant de monter sur scène, ouais. Est-ce que tu prends des fois de décaféiné? Il faut vraiment qu'il y ait de la caféine? Oh non, faut que je chante la caféine qui rentre, là, tu sais, puis... Wouh! Puis là, je rentre sur scène, puis je vais fou, là, tu vois. Je me rappelle, il y avait un humoriste qui, avant chaque prestation, il buvait un Monster. Puis c'est un humoriste vétéran qui a dit « Pourquoi tu prends ça? » Ben, il a dit « Pourquoi tu prends ça? » Mais il dit « Je veux de l'énergie. » Puis il a dit « T'as-tu vu quelqu'un bailler sur scène? » Non, t'en as de l'énergie. T'as de l'adrénaline et pas peur. Exact. Non, mais... Oui, effectivement. Mais j'ai besoin du plus. Je comprends. Mais tu sais, moi, c'est rendu ça. C'est rendu une béquille de genre... Si je suis pas 100% sharp, si je baille 10 minutes avant de monter sur scène, je suis comme, non, je suis pas à la bonne place. C'est comment? J'ai cru comprendre la raison pourquoi tu bailles, pas toi en particulier. Là. Ouais, mais en général. C'est ton corps qui se prépare à avoir beaucoup d'énergie. Fait qu'il fait des réserves. C'est pour ça qu'il baille avant. C'est pour ça qu'avant de monter sur scène, on a souvent... Les interprètes, on a souvent la peur que je manque d'énergie. Tu manques pas d'énergie. Tu en économises. C'est intéressant, ça. Ben, en fait, ouais, c'est très intéressant. En fait, je me suis toujours demandé si, justement, mon corps était assez intelligent pour savoir que je m'en vais monter sur scène. C'est pour ça que je le provoque en prenant un café. Ouais, il est brillant, ton corps. Il sait que tu vas monter sur scène. Alors, tu est brillant, mon corps. Ouais. Ouais, t'es musicien. Ouais, man. T'as commencé ça quand? Au secondaire, en secondaire 3 à peu près. As-tu commencé à jouer pour une fille? Ah non, même pas!
Ben peut-être pour les filles en général, parce que quand j'étais au primaire... T'avais pas de libido, fait que je pense pas que c'est pour ça que... Je pense mais pas quand j'étais au que primaire- le gars de 8 ans, il est au là de les filles une après Quand j'étais au l'autre. primaire, j'étais bandé non-stop. Fuck, j'étais chaud, man. Mais... Non, mais c'est drôle, mais quand j'étais au primaire, je me trouvais beau. Je sais pas comment ça veut dire. Pas over beau, mais je trouvais que j'étais un bel enfant quand Génial. j'étais au primaire. Puis C'est quand extrêmement dangereux d'être un bel enfant. oui, vraiment. Chouette ça, J'ai été chanceux, tout le monde. Mais non, moi, je trouvais que j'étais un bel enfant. Puis quand je suis arrivé au secondaire, j'ai commencé à me trouver laid, à me trouver dégueulasse. J'étais grand, maigre. Puis je commençais à faire puis là, j'ai commencé à faire de l'art drame, puis tout ça. Puis là, c'est là que j'ai commencé à faire moi c'est ça, c'est ça mon thing. Là. Tu sais, je suis comique, là. Je suis grand, maigre. Puis tu sais, au secondaire. Je pense que j'étais encore un bel enfant, mais ma prof d'art drame, elle voulait me faire jouer le premier rôle, tu sais, comme le jeune beau premier. gars, puis tout ça. Puis moi, je voulais être je voulais être Harlequin, le petit personnage, tu sais, Ce qu'on appelle le comic relief. Ouais, je voulais être le comic relief, je voulais être le docteur épais qui boit de la pisse là, dans la pièce de Molière. C'est une vraie... La malade imaginaire. Je voulais être le cave, tu sais. Puis c'était devenu ça mon thing. Puis là, à un moment donné, est arrivé la guitare, puis j'étais comme, moi, c'est ça mon thing. Moi, je fais de la musique, tu sais. Qui est beaucoup plus séduisant. Ah oui, exact. Que être le gars qui boit de la pisse. Parce qu'il y a un moment... À choisir Exact. entre les deux pour plaire aux femmes, là. Non, c'est ça, il est arrivé un moment où j'étais comme, je veux pas être le gars qui boit de la pisse, je veux être le gars chaud, tu sais. Fait que là, je faisais des push-ups. Hey, ça, c'est vrai, man. Je me regardais devant le miroir, j'étais maigre, là, tu sais. Je me faisais appeler le pissenlit. Parce que j'étais grand maigre, puis j'ai toujours une grosse tête. C'est cheap. Puis je me faisais appeler le pissenlit. Puis moi, ça me complexait. Fait que je voulais être musclé, tu sais. Fait que je faisais des push-ups. Puis je me regardais tu sais, je me regardais dans le miroir, j'étais comme, OK, je suis maigre. Je faisais genre 10 push-ups. Je shakeais, tu sais. Je me regardais, je suis ouais, on le voit, là. Comme, là, on le voit. Puis je me convainquais que je commençais à être plus beau, plus musclé, plus attrayant. Fait que je pense que la musique, ça a dû faire partie de ça. Mais en même temps, j'aimais l'aspect créatif d'écrire des tunes, tu sais. Fait que au Plus que cégep... l'aspect créatif de te faire des push-ups et de dire ça s'en vient. Exact, exactement. Fait que en secondaire 4-5, la musique prenait un peu plus d'importance dans ma vie. Quel instrument tu joues? J'ai commencé avec la guitare. En fait, j'ai commencé avec le drum quand j'étais bien jeune. Mon frère jouait du drum, puis il m'a montré, il avait 10 ans de plus que moi, là, fait que là, il me montrait. Il y avait un kit à la maison. On avait un drum à la maison. Fait que j'ai commencé avec ça, puis là, c'était un peu sorti de ma vie. Puis là, au secondaire, j'ai commencé à avoir un band, tu sais, avec des amis. On venait jouer chez nous le midi, j'habitais à côté de l'école. Fait que là, moi, c'était devenu ça mon rêve. Je voulais devenir un musicien. Fait qu'au cégep, je me suis inscrit en musique. J'ai fait le cégep en musique à Joliette. Puis j'étais pas bon. J'étais vraiment le moins bon guitariste de ma cohorte. Puis ma mère m'a dit de quoi de vraiment intéressant. Ma mère, il y a un soir où je suis revenu chez nous. C'est là que j'ai commencé à faire de l'impro d'ailleurs au cégep. C'est là que comme l'humour est revenu tranquillement dans ma vie. Là. Mais à ce moment-là, c'était la musique. C'était mon rêve. Puis ma mère m'a dit, je pleurais, il y a un soir à la fin de la première année à peu près, là, je pleurais, puis j'étais comme, je suis le moins bon, puis je suis tanné d'être le moins bon. Puis elle dit, mais t'as-tu vraiment le goût d'être le meilleur, tu sais? Puis ce qu'elle voulait dire par là, c'est t'as-tu la passion ou l'envie nécessaire pour mettre les efforts pour être le meilleur? Puis la réponse était non, la réponse c'était, c'est là que je me suis rendu compte, c'est pas grave si je suis le moins bon parce que c'est pas ça que je veux faire finalement. C'est très sage de ta mère. Ouais, vraiment. Puis moi, ma mère, mes parents m'ont toujours dit, trouve ce que tu veux faire, puis fais-le à 100%, tu sais. Fait que c'est là que j'ai fait, si j'ai pas le goût de le faire à 100%, c'est parce que c'est pas ça que je veux faire. Fait que là, j'ai fini mon cégep juste pour faire d'autres choses après. Puis après ça, je suis allé à l'université. Puis au cégep, en impro, en fait, je me suis fait ami avec Alexandre Forêt. Let's go. Ben oui, bien sûr. Vieux chum de cégep, on animait cégep en spectacle ensemble. On faisait de l'impro, c'est parti d'une équipe c'est dans l'époque l'île où de tu Joliette. disais, dès qu'il y a une scène, je monte. Exact. Je veux faire des jokes, je veux faire des niaiseries avec mon chum Alex. Fait que là, on faisait des... Puis lui, il voulait être humoriste. Lui, c'était déjà ça son but. Moi, quand mon but, c'était d'être musicien, lui, c'était d'être humoriste. Puis... Ce qui est ironique parce qu'il a vraiment l'air d'un poète. Oui, complètement. Il y a vraiment... À chaque affiche de spectacle, je me dis, est-ce que c'est un album folk ou un show? Mais c'est un gars hilarant, là, oui. il est vraiment drôle. Puis quand je suis rentré à l'université, j'étais en télé. Puis là, c'était devenu ça. Je voulais être réalisateur en télé. Puis même constat qu'avec la musique, j'étais comme, c'est pas ça. Puis là, j'ai continué à faire de l'impro. Puis pendant ce temps-là, Alex est rentré à l'école de l'humour.
Puis ça m'a rappelé que c'était ça mon rêve. Ça m'a rappelé que quand j'étais jeune, c'était ça que je voulais faire. J'ai fait « Hey, Christy, c'est quoi je vais le faire? » Fait que j'ai lâché l'université, j'ai inscrit au cours du soir à l'école de l'humour. T'avais quoi, 21, 20 ans? 21, je pense, 20. Non, 20. Ouais, 20. Fait que je me suis mis à... Je faisais juste travailler à temps partiel dans un magasin de musique à Terrebonne. Puis j'écrivais des jokes. Comme il n'y avait pas de clients, je travaillais le dimanche à Terrebonne, il n'y a pas tant de musiciens à C'est Terrebonne. un très très bon conseil pour les gens qui commencent à faire n'importe quelle forme d'art. Ouais. Prends-toi une job où il n'y a pas de clients. Exact, non, c'est un vrai conseil. Moi, j'écrivais des jokes, je pensais à des jokes qui étaient pas drôles, mais... Fait que tu commences. Ah ouais, exact. Tes premières gammes, c'est nul. Tes premières blagues, c'est nul. Exact. Fait que là, j'ai écrit mon premier numéro que j'ai présenté à l'école, puis là, the rest is history. Très très cool. Mais la musique est un peu sortie de ma vie à ce moment-là. Revenu, tu fais de la musique sur scène dans Oui, tes shows. en fait, là, je fais du piano maintenant. Je joue de la guitare juste quand je suis obligé. Là. J'aime plus la guitare. Fait que je joue du piano. J'ai appris le piano au cégep, mais la guitare, j'ai tellement... Quand j'ai une passion, je vire fou aussi. Fait que je me suis acheté tellement de guitare, j'ai tellement de gear, j'ai tellement d'ampli, tellement de pédales que je me sers plus du tout, là, mais comme pas... Je niaise pas, là, je m'en sers jamais. Fait que... C'est ça, c'est devenu le piano. Puis la Il y a plein de gens, tu vends ça sur Kijiji, puis il y a plein de gens bizarres. Non, je vais le donner sur Twitter. Ah, c'est génial! Ouais. Tu fais aussi tu fais de la télévision jeunesse. Ouais. Est-ce que tu voulais ça? Comment tu sens par rapport à ça? Ça, c'est arrivé drôlement dans ma vie. J'adore ça. Moi, je trouve ça malade. En fait, je trouve que c'est... Parce que c'est cool quand tu fais la télévision jeunesse. J'ai décidé que je te critiquais. Je suis rendu un critique du Vas-y, groupe. mon chum. Tu changes pas de ton. Ah, ben t'es fin. Hein? C'est un beau compliment. C'est vraiment un beau compliment. T'es Pierre-Yves, c'est toi. Fait que c'est pas... Tu te dénatures pas. Ben, c'est le plus beau compliment que tu peux me faire. C'est super gentil. J'apprécie. Je vais l'approcher. En fait, c'est arrivé, moi, dans ma vie... moi, premièrement, moi, j'ai toujours aimé les émissions qui s'adressaient aux jeunes. Moi, je sais pas si tu connais Les Pieds dans la marge. Oui, bien sûr. Les franco-ontariens là, qui font des... Exactement. Moi, ça m'a plus que marqué. En fait, là, ça a forgé mon humour. C'était exactement au moment où c'était ça mon but dans la vie. Là. J'avais 14, entre 14 puis... entre 13 puis 16, mettons. Là. Puis... j'aimais tellement ça, quand est arrivé un peu justement, en fait, je vais te raconter comment c'est arrivé dans ma vie. En fait, c'est mon ami Pierre-Luc Funk avec qui je fais de l'impro. Il s'est fait proposer une émission. Tu connaissais Pierre-Luc? Ouais, on se connaissait depuis le cégep à peu près, depuis de l'impro. Jouer avec Pierre-Luc en impro, ça doit être très agréable. Parce que c'est un maître de l'impro. Oui, c'est un maître de l'impro. C'est probablement le meilleur improvisateur au Québec. Là. C'est vraiment impressionnant. Il est vraiment, vraiment, vraiment bon. Si oui. vous avez la chance de voir ces Punch Club ou voir la chance de voir Pierre... Ouais, peu importe le contexte, c'est pas long que tu saisis tout le génie créatif derrière son jeu d'improvisation. Puis ouais, c'est arrivé parce qu'on avait des amis communs au cégep. On était dans la même équipe à un moment donné. Ça a vraiment cliqué tout de suite. En fait, humainement, avant même de sur scène, parce que moi, j'ai jamais été tant bon en impro. En fait, il y a des moments où j'étais bon. C'est les moments où je jouais contre du monde que je trouvais poche puis que là j'étais en confiance, tu vois. Fait que quand je me suis mis à jouer avec Pierre-Luc au début, j'étais super nerveux, mes amis étaient tous plus expérimentés que moi. Fait que ça a plus cliqué dans la vie qu'en impro à la base. C'est imposant de jouer contre lui. Ben oui, puis après ça on est devenus des grands complices d'impro, on s'est parti des équipes dans des ligues à l'Assomption, etc. Ce qui est impressionnant de cet homme-là, c'est moi si j'avais son talent et sa beauté, j'aurais pas sa gentillesse. C'est vraiment très pas. gentil. J'aurais toujours des lunettes fumées. Et je prendrais le nom de T'es personne. déjà pas loin d'être ce gars-là. Là. Je t'avais... Ah oui, déjà des lunettes fumées. Puis c'est quoi déjà toi et ton nom? Michel? Non, mon nom c'est Stéphanie. Pourquoi? Comment t'as? Wow! Tellement de talent et tellement de gentillesse. Ouais, bref. vraiment. Puis, Il y a une partie de moi qui se dit il manque de quoi? Il devrait avoir un 6 mois. Il n'y a pas de pénis. Non, mais quand je dis qu'il manque de quoi, c'est qu'il devrait avoir un 6 mois où il est ignoble. Comme son talent pourrait lui permettre. Ouais, ça serait le meilleur 6 mois de sa vie. Ça lui prendrait 3 ans s'en remettre, mais ça serait tout un 6 mois. Bref. Parce qu'il y avait pas Danny une fois qu'il disait ça, il disait ma asshole period. Quand j'ai sorti, quand j'avais ma compagnie de disques, j'étais toujours numéro 1, puis j'avais une compagnie de vêtements, personne me disait n'importe quoi. Je rentrais dans un club, donner des claques au monde. Je m'en foutais. Et
Ah, j'aimerais ça être Puff Daddy en 97. Ah, c'est drôle ça. Puff Daddy. Je pourrais même pas dire c'est quoi du Puff Daddy. Tu sais, comme je pourrais même pas. Connais-tu Notorious B.I.G.? Ouais, mais je connais les noms, tu sais. Ben, lui, a-tu une grosse voix, Notorious B.I.G.? Non, oui, mais lui était derrière, c'est lui qui réalisait ses albums. Ok, mais il rappait aussi, Notorious B.I.G. Ouais. Mais Puff Daddy, c'était un excellent producteur de musique, surtout. Ah, c'est ça que tu disais. Ok, Puff Daddy produisait Notorious B.I.G. Ouais. Ok, mais je suis pas un grand connaisseur de. Puis il se mettait toujours dans ses tunes. Ah ouais, ça c'est crampant, par Il se mettait exemple. dans ses tunes pour ça. Hey, je suis là! C'est drôle ça. De quoi qu'on parle? Oui, depuis, ben, quand c'est arrivé, l'émission Jeunesse, ben dans le fond, Pierre-Luc s'est fait proposer une émission à sketch. Puis, ben, j'ai été le premier nom, j'étais super chanceux, j'étais le premier nom qui a proposé pour faire partie de l'émission. Fait que c'est comme né de ça, il y a eu un pilote, on était 4. On faisait des sketchs, puis Pierre-Luc animait. Puis après avoir tourné le pilote, il s'est rendu compte que ça l'intéressait pas d'animer. Lui, ce qu'il voulait, c'est jouer. Lui, c'est un comédien. Fait qu'il voulait pas devenir animateur. Lui, il était comme, je reste dans le concept, mais je veux juste jouer dans les sketchs. Fait qu'ils m'ont proposé d'animer l'émission, mais j'avais pas tant d'expérience. J'avais même pas encore halte. Je faisais 1 an et demi, je suis sorti de l'école. Puis ils m'ont mis ça entre les mains, puis j'étais tellement content. Puis j'ai pris ce projet-là à cœur. Terrorisé? Puis j'étais même pas terrorisé, en fait. Félicitations. Parce que ben, c'est gentil, mais en fait, moi, mon but, c'était de recréer ce que je vivais quand j'écoutais Les Pieds dans la Marche. J'étais comme, je veux que le monde écoute ça puis fait « Asti, qu'ils sont caves », tu comprends ce que je veux dire? Moi, c'était ça, c'est que j'avais 14 ans puis j'étais comme « J'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu une émission que j'écoute puis je fais « Asti, que c'est cave », puis qu'il y a comme un sentiment de genre... C'est un peu comme les adultes cool qui te donnent un chocolat quand tes parents t'ont dit non. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens, c'est une émission jeunesse à Radio-Canada qui apprend à vivre aux jeunes. T'sais, c'était ça, Les Pieds dans la Marche. C'était l'importance de se faire confiance. Mettons, puis là, ils faisaient des hosties de sketchs imbéciles avec des perruques. Mais c'est des gens brillants qui font des niaiseries et ça, c'est super. Exactement. Fait que là, t'écoutes ça avec tes parents qui trouvent ça drôle aussi. Puis tu fais, c'est malade, là. Je me fais pas chicaner d'écouter ça. C'est cave. C'est supposé de m'apprendre de quoi. Mais j'ai un feeling d'interdit puis de faire comme hostie que c'est drôle. Puis que c'est audacieux, tu sais, de faire ça. Fait que c'était un peu... En fait, j'étais juste excité de pouvoir faire ça avec mes amis, en plus, tu sais. Fait que c'est né de même, puis là, depuis... Ben, on a tourné la 2e saison, puis je pense que la 2e va être encore meilleure. On est encore plus assumé. C'est malade. Moi, je pensais jamais... En fait, ça n'a jamais été un objectif de faire l'émission jeunesse, mais il y a une genre de liberté aussi, puis je trouve qu'il y a quelque chose de noble dans s'adresser aux jeunes, puis de pas les prendre pour des caves, tu sais. Ce que j'aime... Pas les regarder de haut. Ouais, c'est ça. Puis je parle d'aucune émission en particulier, là, mais j'aime ton pas des ça. fois. Regarder. Oui, il y a un ton où ce qu'on est comme allô, tu sais, puis on les prend par la main, puis c'est des jokes pouet-pouet que les adultes trouvent pas drôle, mais on fait les jeunes trouvent ça drôle. Non, les jeunes trouvent pas ça drôle non plus. Si toi tu trouves ça drôle, il y a des gens ont de bonnes chances que les jeunes trouvent ça drôle. Les jeunes ont du goût. Exact, oui. Puis j'aime bien mieux qu'on leur serve quelque chose qui catch pas tout de suite, mais que ça les travaille puis qu'ils finissent. Tu sais, moi, en fait, je trouve que c'est extrêmement bénéfique d'être un jeune de 8 ans puis d'écouter une émission qui s'adresse à ton grand frère de 14 ans, puis qu'il y a des jokes sarcastiques que tu pognes pas parce que c'est là que tu catches. T'sais, c'est là qu'ils font une joke, ils disent pas ce qu'ils pensent, puis là, tu vois ton frère rire, puis tu fais « Ah, OK! » Fait que quand il dit ça, il pense pas ça. Tu comprends? Autrement, t'as pas moyen de le savoir parce qu'on s'adresse toujours à toi au premier degré, puis tout est très simple. Fait que quand tu écoutes quelque chose d'un petit peu plus complexe avec quelqu'un qui comprend, c'est là que tu vois « Ah, c'est le même qui communique, les adultes. » Puis ça, je trouve ça bénéfique. Très bien. Fait que j'aime bien ça. Et en plus, dans l'écriture jeunesse, moi, ce qu'on m'avait appris, ou ce qu'on m'avait demandé de faire quand j'en écrivais, c'est t'écris toujours... Si tu t'adresses toujours au plus vieux. Si tu t'adresses aux 8 ans, écris pour du 12. Si tu t'écris pour du 12, écris... Ben oui, parce que sinon, le gars de 12 ans, il va faire « C'est pas pour moi, c'est trop bébé. » Voilà, on est toujours... Puis quelqu'un m'a fait... mon ami Lily Boisvert m'a fait réaliser ça. Quand t'es plus jeune, tu fais toujours du matériel plus vieux. Et quand tu vieillis, tu fais du matériel plus jeune. Ah, ben tu veux ravoir le matériel que tu avais. Mais Tom me disait, Les Simone, c'est une émission pour les trentenaires, mais c'est des gens de 40 ans qui écoutent ça. Il fait, c'est comme nous! Non, t'es pas une jeune fille de 30 ans qui est au... qui se demande qu'est-ce qu'elle va... sa carrière ou son chum. C'est drôle, ça revire à l'envers.
C'est drôle, ça. Ben oui, c'est vrai. Je regarde plein de trucs de. Je regarde souvent du monde de 24 ans, puis je fais, c'est comme moi. Non, Thomas. T'es pas un jeune, beau bonhomme de 24 ans. Mais c'est pour ça que le monde trip. Tu connais-tu Euphoria, l'émission Euphoria? Oui! Avec J'ai essayé d'aimer ça. Ben, moi aussi, j'ai essayé. Puis je savais que j'allais pas aimer ça. Encore des ados qui se cherchent. Puis qui... C'est super bien réalisé. C'est magnifique. C'est beau, la musique est bonne. Mais je suis tanné de regarder des ados qui se cherchent. Je trouve ça plat. Il y a beaucoup de gens tout nus dans cette émission-là. Ouais, ça c'est nice, mais le reste c'est plat. Ben oui! En tout cas, on va revenir sur le tout nu, mais. Ah oui, on va parler de mon tout nu. Vas-y. Ok, génial! J'adore la pornographie, mais j'aime pas le sexe à l'écran. Ah, et c'est-tu l'aspect, genre, tu vois-tu trop le derrière de la caméra quand tu regardes? Non, je trouve ça bizarre, je trouve ça... T'es pas dans le même mood, c'est voilà, ça? Je trouve ça bizarre voir des gens faire l'amour, Ah, puis moi ensuite, on poursuit l'intrigue. Non, moi aussi, ben oui, je pense la même affaire que toi. Tu peux suggérer qu'on fait l'amour, pas juste me le montrer. Exact, ben oui. Puis, ça en dit long sur le personnage, comment ils font l'amour, pas non, vraiment. Non, ça en dit long sur le réalisateur. Très bien dit. C'est vrai. Je sais pas si tu veux qu'on en parle, mais je suis convaincu que ça. Quand est-ce que tu vas commencer à réaliser? Hey, mon gars, c'est drôle que Parce que je suis sûr que tu veux réaliser des films. Ah, absolument. C'est déjà un objectif à court terme. Là. Let's go! Ben, tu sais, j'ai comme arrêté d'en faire, puis là, je recommence à en faire, en fait, dès la semaine prochaine. J'ai arrêté de faire des sketchs sur Internet, mais moi, ça a longtemps été ça. L'affaire que j'aimais le plus, c'est avant de découvrir la scène, mettons, je faisais des sketchs quand j'étais ado. Mon frère faisait des kinos quand il avait, je sais pas, 16 ans, 16-18. Puis il m'incluait dans ses films, tu sais, puis moi, ça m'a toujours fasciné. Fait que je voulais faire ça aussitôt que j'ai eu 14-15 ans, je voulais avoir une caméra, mes parents m'ont acheté une caméra, puis là, je faisais des sketchs avec mes amis. Puis ça a toujours fait partie de ma vie, puis j'ai toujours aimé ça, réaliser les sketchs, même quand je jouais pas dedans, j'aimais ça les réaliser. Puis j'ai comme un peu laissé ça de côté, j'en faisais encore, t'en as vu, là, tu sais. Moi, j'ai toujours pensé à tort que t'allais être un super comédien. Tu es un super comédien, mais j'ai toujours pensé que ta passion, c'est de jouer. J'ai fait, ben non, c'est un réalisateur, ouais, lui. Non, ouais, vraiment. Il veut réaliser. Ouais, vraiment. T'es dedans parce que pour sauver du temps, là, mais dans le fond, je pense qu'un de tes fantasmes, c'est réaliser un truc où tu t'es pas devant l'écran. Ouais, non, complètement, exactement, vraiment, 100%. Puis c'est un objectif à court terme, tu sais, la télévision, ça m'intéresse, mais le cinéma aussi beaucoup. Fait que c'est sûr, évidemment, on a tout le temps 1000 idées en même temps, mais il n'y en a pas encore une qui sort assez du jour pour faire hey, celle-là, je l'amène jusqu'au bout. Là, mais je trouve ça, ceci dit, parenthèse, je trouve ça bénéfique, mais je sais pas ce que tu en penses, mais d'avoir trop d'idées puis de projets en même temps, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, de faire comme ça. Ah, ça, je veux faire un film là-dessus. Avec ta personnalité, toi, c'est bon, parce que tu as plein de talents. Moi, j'ai une personnalité d'une chose à la fois. Moi, je suis un. Ouais. Mais je suis sûr que tu as plein d'idées de projets qui trotte en arrière de la tête, non? Oui, mais moi, ce que je dois travailler, c'est pas avoir plein d'idées qui me trottent derrière la tête. Ce que je dois travailler, c'est concrétiser des trucs. Mais je pense que c'est bénéfique parce que ça... Parce que sinon, tout se nourrit, c'est parce que si t'attends d'avoir la bonne idée pour la... Ben, ça va être ta première idée. Je suis d'avis que tu... Faut que tu aies 1000 idées avant d'en avoir une bonne, tu sais. Pas juste ça. Non seulement faut que tu aies plein d'idées, il faut que tu fasses plein d'essais. Fais le plus de courts-métrages possible, de moyens-métrages possible. Je suis d'avis... fais pas comme Kubrick en disant « Ah, il n'y a pas un mauvais film, faut juste que j'aille juste des bonnes idées. » Fais plein de choses. Et tu ne sais pas la valeur de tes idées. Ouais. On n'oublie pas un truc qui m'a... Bien des gens ont... C'est une anecdote que les gens se racontent beaucoup. Le premier roman qui a été publié de Stephen King, c'est sa femme qui l'a trouvé dans les vidanges. Carrie, il avait écrit ça, puis il l'a jeté dans les vidanges. Et sa femme a pris ça, puis il a fait « Non, ça continue. » Puis il a fait « Mais c'est nul. Non, continue, ça va marcher. » Puis lui, c'était toujours dire non. Et c'est la première fois qu'il savait dire oui, puis ça a parti sa carrière. Lui, c'est sûrement son meilleur roman. J'adore ça, ces histoires-là. Ça, j'adore ça. Parce que on est les pires juges pour nos propres affaires, mais en même temps, les meilleurs. Tu sais, des fois... Je sais pas, des fois, j'ai de la misère à... Moi, c'est ça, j'ai ce complexe-là de faire la prochaine vidéo, c'est quoi, je la sortirai pas parce que ce sera pas ma meilleure. Tu comprends ce que je veux dire? Alors que peut-être que ça va être. Peut-être que ça va être ça qui va plus rejoindre le monde. Ce qui est cool d'Internet, si c'est nul, c'est juste nul 90 minutes. Ça disparaît. Exact. C'est pas grave. C'est juste nul. Puis au pire, tu peux la déliter puis ça disparaît. Exact, mais oui. Ah oui, t'as complètement raison. Parlons cinéma. C'est quoi tes cinéastes favoris? C'est quoi commençons par tes cinéastes favoris. J'en aime beaucoup. Comédie ou pas comédie, juste j'aime. Puis le pire, c'est que je suis pas tant un grand connaisseur de cinéma. J'ai les mêmes préférés que tout le monde, mais j'ai des films qui m'ont marqué.
Tu sais, des films comme Ding et Dong, le film, ça m'a marqué. Tu comprends ce que je veux Très dire? original. Généralement, quand on dit à quelqu'un c'est quoi ton film marquant, Ding et Dong, il sort pas souvent. Non, c'est vrai. Puis je suis pas en train de dire que c'est mon film préféré puis mon film de référence. Beaucoup de mais gens tu sais- qui l'ont, même malheureusement, je l'ai pas vu, beaucoup de gens qui l'ont vu ont été marqués par ce film-là. Ben oui, mais il y a des Christy de bonnes jokes, il y a des scènes crampantes. Récemment, mettons, je te dirais que mon film préféré, ça a été 8th Grade de Bo Burnham. Je sais pas si t'as vu. Il y a des scènes où tu t'es touché pour de vrai. Puis il y a des scènes où t'as... En tout cas, je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, il y a des scènes où t'es comme, ah, ça, c'est une scène qui est faite pour me faire pleurer. Fait que je pleurerai pas. Ouais. Il y a pas ça dans ce film-là, tu comprends ce que je veux dire? Il y a beaucoup de moments où tu regardes la scène puis tu fais, ah, oh non, ça s'en va pas là. Ah non, il va y avoir... C'est là la grosse twist du film. Non, c'est juste une vraie scène qui peut tellement arriver dans la vraie vie que ça te pogne au détour, là, puis ça vient te chercher, là, puis tu fais, ah, ça là, c'est Très trop réel comme vrai film. pour que je fasse comme si c'était pas important. Tu comprends ce que je veux dire? Mais lui, c'est drôle, il te ressemble un peu, cet homme-là. Il joue du piano, très créatif, il a commencé jeune, c'est Ouais. cool. Ouais, il aime ouais, réaliser. C'est un très bon réalisateur de special. Oui, exact. Hey, man, moi, réaliser les specials, c'est... Moi, j'adore les specials d'humoristes. Puis c'est quelque chose que je veux faire. Tu sais, mettons, mon ami Sam Boisvert qui veut taper son show, comme je veux vraiment qu'il veuille le faire, là, tu sais, puis comme je veux vraiment le faire avec lui. Fait que ça, c'est exactement le genre d'affaires qui me fait triper aussi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'affaires. Qu'est-ce que t'aimes dans la réalisation de special et... Mettons, disons, spectacle d'humour. Qu'est-ce que t'aimes dans les... Qu'est-ce que t'aimes dans cette... Puis ce que t'aimes pas. Ce qui me motive à vouloir faire des specials, c'est que j'ai vu beaucoup de specials que j'ai haï la réalisation. t'écoute, Il y lesquels? a beaucoup d'affaires que c'est une affaire de base, là, mais quand tu vois le public, là, je trouve ça naze. Moi, les intros de specials, je trouve ça super important parce que ça non seulement ça donne le ton, mais c'est parce que je veux que ça serve le show, tu sais. Fait que toutes les intros specials, c'est toujours l'humoriste qui se prépare, puis qui sort du taxi, puis qui rentre sur scène, puis là, t'entends son nom, puis là, il rentre. À mon avis, la meilleure entrée, c'est ce que tu viens de décrire, c'est de Chris Rock pour son spectacle. Son premier spectacle, c'est... Je pense, c'est celui où tu vois toutes les affiches de spectacles qui apparaissent. Ouais, je trouve ça extrêmement réussi. Moi, ça, j'aime ça. C'est ma préférée. C'est tellement... Puis c'est tellement lui. Ouais. Il est il est très hip-hop. C'est une tune hip-hop qui joue. Il est très aussi dans ta face. Il est très coup de poing. Je trouve ça tellement réussi. Exact. Ben, moi mettons... Et c'est très simple. C'est lui qui marche vers la scène. Oui, c'est ça, exact. Puis, mettons, moi, une intro de C'est ça, special c'est que j'aime Bring the beaucoup. Pain. Bring the Pain, exact. Moi, ce que j'aime, c'est Il est l'intro pas de... tombé dans... Bref. Il y a que ça à dire? Il est pas tombé dans le piège de prendre la chanson. Est-ce que ça vient d'une chanson de Metal Man? Ah oui, Il a pas c'est pris ça. Bring the Pain de Metal Man. Il a pris une autre chanson qui a beaucoup J'aime plus vraiment rapport avec la le musique show. qu'il met dans ses intros de special. Son dernier aussi, Tambourine, la tune, je me rappelle plus du nom, mais c'est pas bonne. Mais bref, 8 de Gerald Carmichael, qui a été réalisé par Bo Bien Burnham, sûr. justement. Où tout le monde est bien habillé dans la salle, à part Gerald Carmichael. Exact. Moi, j'aime tellement que ça commence, le special commence au milieu d'une phrase. Comme c'est pas le début du spectacle, c'est lui qui est sur scène, c'est un gros plan sur sa face. Parce que lui, c'est ça son flow. Lui, c'est un train of thoughts. Là, c'est des pensées qui s'enfilent. Puis ça finit, c'est même pas la fin du show, c'est juste lui qui fait comme de quoi je pourrais vous parler. Puis le special finit là-dessus. Il est pas dans une salle de spectacle. C'est vraiment étrange où il est. Puis je trouve ça parfait parce que ça sert le show, tu sais, comme c'est pas juste lui qui se crosse en faisant comme je suis un humoriste puis je me prépare avant le show. Tu sais, ça set le ton parfaitement. Tu sais, si l'humoriste est très introspectif, parle beaucoup de sa vie, je veux pas être obligé de me l'imaginer pendant le show. Je veux, si tu me fais un intro, sers-moi ça, tu sais. Montre-moi le gars qui vit tout seul, montre-moi comment cet esprit créatif-là finit par me servir ça sur scène, tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est ça que j'aime. J'aime les specials où l'intro sert, puis où, tu sais, justement, il y a des plans, justement. Je sais pas si tu as vu Julio Torres. Tu connais-tu Julio Torres? J'en ai entendu parler du podcast à Wagner, mais j'ai pas regardé. Son special, My Favorite Shapes. Ça a l'air extrêmement bizarre. C'est pas si bizarre que ça, c'est ça que j'aime, c'est que c'est pas comme moi je fais du fucké puis si vous comprenez pas, ben tant pis pour vous. Tu comprends? Lui, ça paraît que c'est honnête, lui c'est ça qu'il veut faire, il veut présenter lui c'est ça, lui ça a été ça son C'est un appel. Lui il voulait faire des jokes puis la manière qu'il a trouvé de stimuler son esprit créatif, c'est de partir sur des objets
puis de faire des jokes là-dessus, tu sais. Puis c'est malade parce que il y a une honnêteté, puis il y a un souci que tout le monde comprenne, tu sais. Même si c'est fucké, si tu comprends pas, c'est parce que tu voulais pas comprendre, parce qu'il fait vraiment l'effort Je comprends. que ce soit clair. Il essaye pas de brouiller les cartes pour faire « moi, je suis fucké ». Je Il est comprends comme « moi, je suis exactement. fucké, bienvenue dans mon univers, je vais essayer de vous faire rire ». Tu sais. Puis c'est malade, j'adore ça, il y a des bonnes jokes. L'intro est malade, l'espèce de... Il est comme dans un non-lieu avec des formes bizarres, puis là, ça fait juste prendre place, puis il rentre sur scène, puis il s'assoit. Puis ça part, puis il explique rien, puis ça part. Puis je trouve ça génial. C'est vraiment curieux. C'est Pour moi, marrant, c'est original. Ben oui, mais c'est que non seulement c'est original, mais en plus, c'est pas original pour être original. Je comprends. Moi, je suis différent! Oui, mais à la place de le dire, fais-le, tu sais. Exactement. C'est ça qu'il fait. Ouais. On doit le sentir. Ouais. Comme Kurt Cobain le faisait, il était différent, mais à sa manière. Ouais, puis il était pas comme constamment en train de dire, moi, je suis différent. Mais il est en tabarouette. Oui, exact. C'est ça. Et t'as-tu des films qui te font triper, mis à part Ding et Dong? Moi, je suis encore pas dans le cinéma. Oui, il y a des films qui me font triper. Et Colin, c'est toujours à ces moments-là que je sais pas lequel. Inglorious Bastards. OK. C'est ton film préféré de Tarantino? Oui, ben tu sais, Django, mettons, autant ce film-là est bébé, autant je trouve que c'est bon, tu sais, comme la musique est parfaite, même si il y a des moments où c'est comme jouer gros, c'est voulu, je trouve ça malade, ça j'adore ça. J'adore Tarantino où il y a des moments autant jouer vrai, les dialogues sont bons, mais autant Tout est mélangé. c'est comme, hey, moi je suis bébé, moi j'aime ça quand ça se tire dessus puis que ça éclate, tu sais, puis ça sert l'histoire, moi j'adore ça. Je sais pas si t'as vu Once Upon a Time in Hollywood, là, son Malheureusement, dernier. non. Super bon. Tu sais, comme tout le long, tu fais aussi qui ça va. C'est toujours ça, là. C'est voulu, là, de genre, checkez bien, vous me suivrez pas trop, mais à la fin, vous allez comprendre. Puis j'adore ça. J'aime les œuvres d'art qui font. Je suis en train de faire. Aimes-tu les frères Coen? Œuvres d'art. Ah, j'adore les frères Coen. Moi, ben, je pense que mon film préféré, ça serait. Le Big Lebowski? Non. Ben oui, j'adore The Big Lebowski. Ou No Country for Old Men, peut-être. Non, j'ai moins trippé sur ça. J'ai aimé ça, là, évidemment. Voyons, Fargo, excuse-moi. OK. Fargo. Mon film préféré, je pense. OK, qu'est-ce que t'apprécies de ce film-là? C'est le réalisme dans la pathétisme et la psychologie culture humaine. des personnages. C'est ce que Comme j'aime des autant frères Coen, c'est l'histoire- des philosophes. Ouais, l'histoire est fucked up, tu sais, puis c'est ça qui est hot. Puis la joke au début, c'est malade. Là. Ça commence en disant ça, c'est une histoire vraie, ça c'est crampant. Là. Ce qui est faux. Ce qui a passé, Ouais, c'est faux. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que tu t'écoutes le film, tu fais tabarnak, ça n'a pas de style bon sens. Comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler de cette histoire-là si c'est une histoire vraie? Mais c'est la psychologie des personnages. C'est ça. Les personnages, ça pourrait être des vrais humains, mais ils sont mis dans une situation où l'histoire n'a pas de style de bon sens. Puis ça, je trouve ça génial. Ça. Mais il y a une certaine. Ce qui est génial dans les films des frères Coen, c'est que tout est logique selon les désirs des personnages sont extrêmement logiques. Oui, exactement. Ils sont absurdes. Tout est justifié. Ouais. Ouais, ben tu sais, le gars qui se met dans la marde en fraudant avec les Oui, parce qu'il numéros veut de pas char, dire à son père, je veux de l'argent. Je comprends tellement ça. Exact! Je comprends tellement, je veux pas dire à mon beau-père, donne-moi de l'argent alors je kidnappe ma femme. Je Puis- comprends cette émotion-là. Toutes les... En passant, je vais pas te kidnapper, chérie, là, c'est Mais- pas ça. Pas que t'aies peur, je sais pas. Mais tous les bons sketchs, tous les bons films partent de ça, partent d'un personnage qui est pogné dans quelque chose, puis qui essaie de s'en sortir, puis tout le monde relate. T'sais, même si t'as jamais vécu ça, tu sais pourquoi il Faut qu'il y ait une ment. émotion. Moi, c'est ce que j'ai reproché au dernier film de Scorsese, The Irishman. Je comprends. Je sais pas. Moi, j'ai jamais été un tueur à gages. Non, mais ça, c'est un show, là. C'est comme... C'est genre... Hey, checkez ça, il y a tout le monde dans ce film-là. Tu comprends? Je crois, il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé, fait que j'irai pas jusque-là. Mais moi, personnellement, j'ai pas accroché à aucun. Non, mais moi, j'aimais ça. Là. Pas moi, parce que j'ai accroché à rien. Y a rien que je fais. Ah oui, exactement ça. Ah, moi, je me suis endormi. J'ai dormi à peu près une demi-heure dans le film. C'est vrai. Mais j'aimais ça. Parce que je pense que c'était ça le but. Je pense qu'il y avait pas de but de... Ça, ce film-là, ça va aller travailler. Tu comprends? Tu t'écoutes pas ce film-là, puis ça te joue dans la tête. Tu sais, En fait, moi, c'est un show. ce que j'ai adoré du film, c'est la petite fille. La petite fille du gars qui elle déteste son père et qui n'arrive pas, qui réalise mon père, c'est vraiment quelqu'un d'horrible. Ça c'est le bout que je me suis accroché de. Même enfant, tu réalises que des gens autour de tes parents sont nocifs. J'aimais ça les films de gangsters en général. Les films de gangsters, c'est mon film, vrai? mon style de film préféré. J'adore tout ce qui est salut, je suis un gangster, j'ai un mode de vie génial, mais derrière tout ça, il y a beaucoup d'anxiété. J'adore ça. J'adore ça. C'est parce que tu te reconnais dedans ou c'est pas parce Je que me reconnais beaucoup dans. Je pense que je vais obtenir quelque chose, puis quand je l'obtiens, je suis aussi vide. J'adore cette idée-là. Ah ouais, J'adore me le faire répéter à chaque fois.
Tu penses que tu serais vraiment, 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 vraiment heureux si tu obtenais telle chose? Voici, je te la donne. T'es aussi vide qu'avant. Oh mon Dieu! Tu sais, je trouve génial de tous les films de Scorsese. Il dit, gars, je te le donne, là. Es-tu plus heureux? Non. Bon! Puis t'as fait souffrir tout le monde autour de toi. T'as fait souffrir plein de gens pour avoir un beau costume puis que les gens aient peur de toi. Tu l'obtiens puis t'es aussi vide. C'est drôle, ça. Tu sais, c'est quelqu'un de... Tu sais, Scorsese c'est un catholique. Tous ses films sont très, très, très catholiques. Et c'est l'idée de... Il faut beaucoup plus pour être heureux, il faut aider les autres, il faut pas écraser les autres. Toi, c'est quoi ton film préféré? Mon film préféré, c'est Un prophète de Jacques Audiard. Qui est l'histoire oui, ben, j'ai déjà entendu le nom, mais c'est quoi l'histoire? C'est l'histoire d'un gars qui rentre en prison, qui connaît rien et qui doit survivre en prison. Okay. Et selon Mehdi Boussaïdan m'a expliqué, en passant, c'est une fable sur la vie de Mohamed. Ah, c'est malade. C'est pour ça Un prophète, il est très féerique. Oui, okay. C'est peut-être même Mehdi qui m'en a parlé, ça se peut. Voilà, moi, c'est mon film préféré. C'est réussi. Et l'acteur principal qui est dans pas mal tous les plans, il n'avait jamais joué de sa vie. Ah, c'est bon. Là, fait que genre, a demandé à un gars, yo, t'as jamais joué. Ou sinon, j'ai beaucoup aimé The Big Lebowski. Ouais, ben. Ça, c'était une grande révélation pour moi. Ah, ouais, hein. Ouais. Ah, c'est un hostie de bon film. Qui a plein de références au 11 septembre. Avant le 11 septembre. Je pense que son premier chèque... J'ai vu les vidéos YouTube, là. C'est génial. C'est génial. Et c'est la première fois qu'ils travaillent avec leur directeur photo, Roger Deakins, qui travaille maintenant avec Denis Villeneuve. Et c'est vraiment filmé différemment. Tu vois l'histoire... C'est cool l'histoire d'amour avec un directeur photo. Complètement, je comprends. C'est vraiment... Moi, à une époque, j'étais très... Parce que moi, contrairement à toi, quand tu faisais de la musique, moi, je prenais de l'ecstasy, j'allais pas à l'école, puis j'écoutais des films. Fait que j'ai eu une époque où moi, j'écoutais juste des films pour les directeurs photo. C'était ça mon obsession. Ah ouais, c'est quoi les films, tu trouves, que la meilleure direction photo? Pas la meilleure, mais j'aimais ça suivre des directeurs photo. Voir, voici, il a pris ça ici, il a pris ça là. J'aimais vraiment ça, suivre la carrière d'un directeur photo. Ça, c'est drôle, ça. C'est une des raisons pourquoi je trippais sur Woody Allen, c'est que c'était des films filmés par les meilleurs directeurs photo de l'époque. Ouais. Comme Annie Hall, c'est filmé par le même gars qui a filmé Le Parrain. Je savais pas ça, c'est aussi beau. Ah, c'est hot. C'est fait. Il faisait en même temps le Parrain et Annie Hall. T'es-tu un fan de Woody Allen? C'est une des raisons pourquoi je fais de l'humour. Son stand-up? Ou ça, son stand-up, je le trouve pas super, c'est son humour. Fait que je dois tout à un pédophile. Et voilà, I drink to that! J'aime Louis C.K. et j'adore Louis C.K. et Woody Allen. Louis C.K. est pas pédophile. Heureusement, il n'est pas pédophile. Ok, non, maintenant, c'est un peu... Comment tu te sens? Ok, on y va. On va parler. T'es-tu encore capable de regarder du Louis C.K. et du Woody Allen? Oui, mais tout seul. Ah! J'adore ta réponse. C'est très, très, très humain et je comprends ça. C'est 100% honnête. J'en parle pas, je le fais pas devant personne, mais oui, j'écoute encore leurs affaires. Hein. Moi, curieusement, j'ai aucune gêne à écouter du Louis C.K. et du Woody Allen. J'ai une gêne à l'exprimer. Un artiste que ça m'a pris beaucoup de temps le réécouter, c'est Kurt Cobain après un documentaire sur sa vie où tu vois, c'est un documentaire qui est au début, il y a beaucoup de ce qu'on appelle le talking head, des gens qui discutent, et aussi beaucoup de dessins animés. Et pour montrer toute la créativité de Kurt Cobain, on montre des dessins animés. Mais la dernière demi-heure, c'est sa déchéance, parce qu'il a pris un an où ce qu'il faisait, c'est de l'héroïne, lui avec Courtney Love, puis il se filmait. Puis c'est ça la dernière demi-heure du film. Et tu vois des côtés très, très, très nocifs de sa personnalité. Ah oui. Et après avoir vu ça, j'étais plus capable d'écouter, parce que je voyais beaucoup de manipulation. Je voyais, il est manipulateur. Ouais. Il a pris de l'héroïne. Il prend de l'héroïne avec sa fille. Ça m'a vraiment rebuté. Je comprends. Tu sais, Courtney Love consommait pendant sa grossesse. Ça m'a beaucoup plus rebuté que ce qu'on reproche à Louis C.K. et Woody Allen, curieusement. Je comprends. Ben oui, je comprends. Puis, mais ce qui est, tu sais, puis en fait, ce que Louis C.K. a fait, c'est atroce, tu sais. Mais j'étais pas surpris. Tu comprends ce que je veux dire? Il en parlait. Exact, mais c'est qu'il parle constamment du fait qu'il est pas capable de s'empêcher de se crosser, tu sais, toutes ces affaires-là, puis tu fais, ben oui, je lisais, tu sais, l'article de la fille qui racontait l'histoire, puis c'est terrible, tu t'écoutes ça, puis t'es mal, tu lis ça, puis t'es mal, puis t'es comme, j'ai l'impression d'écouter une scène de Louis, de sa série, tu sais, puis tu fais, hey, on a eu plein de signaux, tu sais, c'est évident, tu sais, puis j'espère que il va l'adresser, tu sais, parce que je pense que c'est un peu ça son devoir maintenant, là, tu sais, comme ce qui faisait sa force, c'est que il parlait de la vérité, il parlait de sa vérité à lui,
avec tellement d'honnêteté que ça rejoignait du monde, puis s'il a réellement évolué, puis s'il est vraiment honnête avec ce qu'il fait, la prochaine étape, c'est d'adresser ça, c'est d'adresser ce qu'il a fait, d'adresser son problème, tu sais. Puis s'il le fait pas, je vais être très déçu. Par contre, ce qu'on adorait de Louis C.K., c'est la surprise. T'avais aucune idée de quoi il allait parler, ni comment. Mais je pense pas que c'était ça. Ben, ça faisait partie, mais je pense pas que c'était sa force tant que ça. C'était pas les gros renversements, c'était plus... il mettait le doigt sur quelque chose. Des fois, c'était même pas des jokes, c'était des phrases tellement vraies que tu t'es crampé, tu sais. Moi, je suis d'avis qu'à peu près toute la comédie repose sur la surprise. C'est pas... Je crois, là, je peux me tromper. Ce qui était surprenant à Louis C.K., c'est que t'es pas censé dire ça. T'es pas censé dire ça. Oui, c'est aussi vrai, mais qu'il l'adresse, c'était complètement fou. Oh, voyons donc, qu'il est allé là. C'est ça qui était, qui était surprenant avec Louis C.K. Ouais, absolument. Je pense que c'est particulier si... C'est pas surprenant si on s'attend tous que son premier 10 minutes... Tu sais, Aziz Ansari l'a fait, son premier 10 minutes... Ça dépend de l'angle. Moi, je pense que... il faut... En fait, c'est parce qu'il faut qu'il le fasse, tu comprends-tu? Je pense que c'est pas... La surprise, c'est pas nécessairement dans le thème que dans les jokes, tu sais. Fait comme, dépendamment des jokes, dépendamment de ce qui vient avec, je suis convaincu qu'il... En fait, mais je vois pas comment il pourrait ne pas l'adresser, tu comprends-tu? Il peut pas juste rentrer sur scène puis faire « Hey, moi, je prends l'avion, mais tabarnouche, hein? » Ben non, mais attends, là, c'est parce que ça fait 3 ans qu'on t'a pas vu, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, je sais qu'il y a beaucoup de ces spectacles qui sont sur YouTube, là, parce qu'il y a des gens qui l'enregistrent. Ah, j'en ai écouté un, je sais pas si t'en as écouté. Là. Oui, c'était génial! C'est ça que j'ai adoré de ça. À part le bout sur la tuerie, c'est génial. Moi, je trouvais pas ça génial. Moi, je trouvais ça triste que ça soit sur Internet. Comme, j'aurais voulu être dans la salle à ce moment-là, mais je trouve ça poche que ce soit sur Internet parce que visiblement, ce gars-là a trop vécu avec le stand-up. Ça fait en sorte que sa seule manière de cheminer mentalement puis de faire la rétrospective de ce qu'il a fait puis de réfléchir carrément, c'est sur scène. C'est en le métabolisant sur scène, en s'adressant à du monde puis en voyant comment ça se reflète dans la réception du monde. Puis ça, c'est comme si on venait de... C'est comme si on t'enregistrait en train de réfléchir à ce que t'as fait de pas correct puis on mettait ça sur Internet. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que moi, je trouvais ça triste. Je trouvais ça poche. Tu sais, qu'il commence à... Il y avait tellement d'agressivité quand il parlait de Have you ever lost $33 million? Puis c'est comme, hey, c'est pas toi, victime de ça, là, tu vois. Mais il faut que ça passe par cette étape-là. Par contre, il y avait une joke géniale, à mon avis, où il disait je peux dire n'importe quoi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Annuler ma fête. Ce qui est une joke superbe! Qui est une manière de l'annuler, qui est une manière de ses... En tout cas. Oui, mais c'est ça, il l'a encore, ça. Fait que tu comprends, faut qu'il l'adresse. En tout cas, mais bref... Mais là, il pas dire quoi faire. C'est ça, voilà, c'est là où je veux en venir. Pas dire quoi faire. Et je crois qu'en tant qu'artiste, il ne doit rien. Mis à part que quand on paye un billet, il faut qu'il y ait un spectacle. Moi, je pense qu'il y a... Quand tu crées une grosse balloune de même, c'est ton devoir de la péter. T'sais. Mais il n'y a rien créé. C'est-à-dire que... Oui. Ça aurait pu être un truc... Moi, c'est ce que je trouve particulier du monde anglo-saxon. L'intimité est dans les journaux. C'est vrai chez les Britanniques, c'est vrai chez les Américains. Je sais pas si c'est quelque chose de toujours positif, parce que... Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est juste une question d'intimité, parce qu'il n'a pas été poursuivi. C'est pas un crime, c'est vraiment un crime de meurtre. Non, mais tu sais, mettons, quand tu rentres sur scène puis qu'il te manque une jambe, tu peux pas ne pas l'adresser parce que maintenant, aussitôt que tu montes sur scène, ça devient... ça devient le problème de tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'on est tous là pour toi, puis visiblement, il s'est passé quelque chose, fait qu'il... Pour revenir à mon hypothèse, la surprise, il y a de quoi de génial d'un gars qui manque une jambe puis il en parle jamais. Il y a de quoi de très drôle là-dedans. Oui. Il manque une jambe dans un et il parle des mot, hamsters. Je comprends, t'as tout à fait raison. C'est peut-être pas un bon exemple, mais moi, je pense qu'aussut que tu montes sur scène... C'est un excellent exemple, sauf qu'on a des opinions différentes. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, effectivement, je trouve ça drôle si quelqu'un qui rentre avec un maquillage de clown mais tu connais qui n'explique jamais. Eddie Izzard fait exactement ça. C'est un homme qui se travestit, t'habilles en femme sur scène, on ne mentionne jamais. Ouais, mais ça, c'est bien correct, mais je comprends. Mais moi, je pense que quand tu montes sur scène, ce que tu amènes avec toi sur scène, ça vient avec une responsabilité, puis je pense que ça appartient un peu à tout le monde. Fait que c'est comme une discussion, là, tu sais. C'est comme si je suis de même, mettons, là, puis on a une discussion, puis je suis comme, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme, ouais, mais ta face, je crois que dans la vraie... Je fais rien. Quoi? Mais c'est hilarant faire ça! Oui! Mais là, c'est pas hilarant de... C'est pas hilarant de... Bon, c'est pour ça que c'est génial l'affaire Louis C.K. C'est que c'est tellement mélangé plein d'affaires.
Et comme tu l'as dit au tout début, c'est le crime le plus Louis C.K.esque. Ouais, mais ça reste un C'est crime. comme si Kafka devenait vraiment... Ah, le gars, il est vraiment devenu un scarabée, une coquerelle. Voyons C'est donc. pas un crime de devenir un scarabée, là, c'est ça la différence. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est pas un crime de faire une grimace. Moi, ce que j'ai trouvé particulier, ce qui m'a plus... Là où j'étais mal à l'aise avec l'affaire Louis C.K., c'est que le crime, je l'ignore. Je sais pas... Je suis pas en train de dire qu'il l'a pas fait, je suis en train de dire que c'est complexe. Par contre, un truc qui a été répertorié, c'est comment il a fait taire des gens pour pas que ça sorte. Il a fait beaucoup de souffrance. Lui et son équipe ont fait taire des femmes. Il y a des femmes qui ont eu de la difficulté à avoir eu des places sur des festivals parce qu'elles ont été victimes de Louis C.K. Ça, c'est le bout où je fais... c'est pas un crime anodin parce que pour pas que ça sorte, il a fait taire des gens. Ben non, exact. Puis, tu sais, puis visiblement, quand t'écoutes ce qu'il a fait sur scène à ses premiers retours qui ont été enregistrés, et visiblement, il sait pas trop ce qu'il a fait de mal, puis il y a beaucoup d'agressivité dans son... Ce qu'il le regarde, parce que c'est... Ouais, encore là, c'est très, très, très moral. S'il Parce que... regarde si t'es tout seul chez vous, mais quand tu montes sur scène, moi, je serais pas bien. T'as le droit, t'as bien le droit. Mais là, aujourd'hui, j'aurais pas le goût d'écouter moi, ça. j'étais abonné à j'étais abonné à son site, fait que je reçois des lettres. Ouais, Tu moi sais que aussi. c'est Louis C.K. Alors, c'est un peu... Moi, je comprenais l'argument de certaines... Parce que des fois, il y a dans des clubs. Je comprenais l'argument de certaines personnes qui disaient « Moi, je suis mal à l'aise. » Ouais, c'est ça. Mais de moi, c'est ce rire. que je te dis, dans le sens où s'il monte sur scène puis qu'il l'adresse pas ou s'il l'adresse de façon agressive, j'aurais juste pas le goût de rire, tu sais. Fait que je vais juste être déçu. Mais encore là, lui, ça... Il fait bien ce qu'il veut, mais Ça. je vais être déçu. Tu sais. J'achète pas à 100%. J'achète personne à 100%. Il y a personne que j'aime au point où tout ce qu'il fait, je vais être comme « Yes! Ben c'est de même qu'il veut le traiter, il va le traiter de même. » Je vais être déçu. Tu seras jamais dans une secte comme moi. Non, Je exactement. comprends. Tu seras jamais... Moi, je n'ai parlé dans un autre podcast, j'ai la personnalité de secte. Fait qu'il y a une partie de moi qui fait « Ben là, je l'admirais. Alors, tout ce qu'il fait, c'est... Je l'admire à 100%. C'est extraordinaire! Ouais, Moi, j'ai une partie de moi comme ça qui est... Ah, mais là, c'est Louis C.K. À l'époque où je me fondais en tant qu'homme, il m'a aidé, alors tout ce qu'il fait, c'est extraordinaire! Mais tu connais pas ce gars-là, toi? Non, je le connais! J'écoutais ses spéciaux. Ouais, mais... Dis-moi pas qui je connais! OK. C'est quoi tes prochains... Oui, tu vas faire une tournée, youpi! T'es excité de ça? Ben vraiment, oui, je suis très excité. Ça commence là. Fait que je commence une tournée de rodage. C'est très non officiel, là. Il n'y a pas d'objectif pour la date de sortie du vrai one-man show. Bon move! Fait C'est que- très intelligent. T'es très sage en passant. Ah ben c'est gentil. Mais pour l'instant, en fait, je m'en sers parce qu'il n'y a rien de plus le fun que de faire un show long devant du monde qui sont venus pour toi. Il y a comme un filet de confiance, t'essayes des affaires. C'est vrai, ça change tout. Fait que c'est ce que je veux faire pour l'instant. Fait que je loue des salles, puis je joue devant du monde qui ont bien le goût de venir me voir essayer des affaires. Fait que pour l'instant, très c'est ça. cool. Ouais, c'est bien hot. Je suis bien content. Et tu te dis le spectacle va devenir ce qu'il va devenir. Ben, oui, puis ça a longtemps été un... Ben, ça m'a longtemps trotté dans la tête, puis je sais pas si je vais le faire. Tu sais, je dis ça, puis ça se peut que ce soit complètement pas ça, mais j'avais quasiment le goût de recommencer tout à zéro, tu sais, de faire comme là, en ce moment, j'ai à peu près 1h40 d'accumuler, puis je joue mes affaires préférées là-dedans. J'ai quasiment le goût de faire, hey, quand ça va être le temps de faire le one-man show, je vais faire ce que j'ai jamais fait, c'est-à-dire m'asseoir avec quelqu'un avec qui écrire, puis un metteur en scène, puis on va partir de zéro, puis on va dire si on veut faire le show d'humour le plus drôle, stand-up ou pas, là, le show le plus drôle, qu'est-ce qu'on fait? T'sais? On part de zéro. Là. Comment ça commence? Qu'est-ce qui se passe? Fait que j'ai quasiment ce désir de faire ça, puis si c'est pas pour le premier show, ben, ce sera pour le deuxième. Là. Mais fait que j'ai pas le goût de... Peut-être que ça sera pas, dans le fond, ce que je veux dire, là, c'est que peut-être que ce sera pas un genre de best-of. Peut-être que ça ressemblera pas du tout à ce que je fais en ce moment, mais pour l'instant, c'est un ramassis de mes meilleures affaires, mes affaires préférées. T'sais. Ça peut être ça, comme ça peut être comme tu viens de dire. Complètement d'autre Je chose. m'assois, puis let's go. Ouais. Ça me branche beaucoup. Puis en fait, je me suis dit peut-être que ça peut être un show en parallèle. T'sais. Peut-être que je vais vraiment ramasser mes meilleures affaires, faire une mise en scène qui a du bon sens, offrir le meilleur show que je peux. Puis après ça, en parallèle, écrire quelque chose qui est fait pour exister tout seul.
puis faire une mini-tournée secrète dans des petites salles, ça me branche beaucoup aussi. J'aime beaucoup l'aspect jouer devant du monde 100% all-in, pas juste... T'es pas mégalo, hein? T'es pas « je veux remplir le Club Soda pendant 25... Non, mais ça, c'est hot. Moi, j'aime ça, aller voir un spectacle. J'aime ça quand c'est une belle salle. J'aime ça quand le vrai feeling d'un spectacle. Mais j'aime aussi l'aspect... ceux qui se sont déplacés, c'est parce qu'ils voulaient vraiment être là, parce qu'ils catchent... Puis ils connectent à un niveau supérieur. Parce que je comprends ça, puis j'aime ça, puis je respecte ça. Et le premier show que tu vas voir, c'est toujours par curiosité, puis ça, c'est malade. T'sais. Ça, j'admire ça, les gens qui vont voir un show par curiosité. C'est malade. Fait que, tu sais, quand tu fais une grande tournée où tu as de la visibilité dans les médias, les gens, il y a beaucoup de curieux qui viennent te voir. Ça, je trouve ça génial. Il y a bien des gens qui t'entendent, mettons, à la radio, puis qui font « il m'a fait rire dans une chronique sur le trafic, on l'essaye. » Et puis, c'est malade. Si ça t'a donné le goût de te déplacer, Christy, merci, c'est génial. C'est une des raisons pourquoi tu fais bien ces chroniques-là, puis tu t'es bien dans ces projets-là. Ça, c'est cool, tu sais. Mais il y a quelque chose de différent puis de le fun dans un show devant 40 personnes qui suivent ce que tu fais plus intimement puis qui ont le goût de te voir aller ailleurs, tu sais. Je comprends. Puis ça, je trouve ça motivant, je trouve ça excitant, tu sais. Fait que je me dis, j'aurais le goût de faire ça. Éventuellement, si c'est pas pour la première tournée parce que c'est trop gros à gérer, tu sais, non seulement au niveau du temps puis de la gestion administrative puis même émotivement, ça sera plus tard, mais c'est sûr que je veux faire ça à un moment donné. Une genre de mini-tournée intime en parallèle, tu sais, avec quelque chose de plus, tout ça, intime. Très, très cool. Ouais. Je suis très heureux de t'avoir reçu. T'es génial. Je trouve que t'es génial. Merci Thomas de m'inviter. C'est plaisir. Je trouve que t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent, puis je te souhaite plein d'inspiration, de l'argent pour tes projets, parce que... merci! Je te souhaite de l'argent pour tes projets, et je te souhaite de continuer à être génial. Merci beaucoup. Non, mais toi, merci Thomas, t'es parfait, c'est malade. Yeah, merci!